Bonjour à tous et tous, salut Kyle, salut Axel, salut Bugsy, salut Sergio, salut Frédéric, salut Walter, salut Chouja, salut Gentleman, salut Hortès, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans le talk de France Info, 2 heures tous les jeudis pour décrypter l'actu, en direct sur Twitch, TikTok et franceinfo.fr avec 2 thèmes et 2 fois 2 invités pour répondre à vos questions dans le chat et débattre. Un mot pour vous dire que je suis content de vous retrouver après de longues semaines. Comme vous le savez sans doute, j'ai fait une vilaine chute chez moi et j'ai pris un peu de repos forcé, avec au bout du compte rien de cassé, un visage qui a repris une forme à peu près humaine, mais des lunettes et un peu de maquillage, et puis beaucoup de plaisir donc à vous lire. Merci pour vos petits messages de prompt rétablissement, et je referme la parenthèse hématome, contusion et confusion. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, l'idée d'une république fédérale à la française, alors que le Premier ministre a promis un grand acte de décentralisation. On ira relire peut-être Proudhon, théoricien de l'anarchie, pour qui la propriété c'est le vol, mais pas que. On verra certainement que les promesses de décentralisation, autant que l'idée fédérale, viennent et reviennent dans le tempo qu'imposent les crises, qu'elles disparaissent aussi vite qu'elles s'invitent comme solution miracle, mais que peut-être, cette fois-ci, sera la bonne. Ce sera en tout cas jusque 18h, heure à laquelle nous prendrons de la hauteur, beaucoup de hauteur, pour dézoomer sur la map monde et nous irons voir ce qui s'affaire sur le continent africain. Pendant 1 heure, nous allons parler d'Afrique, ou plus justement des Afriques, l'Afrique au pluriel, l'Afrique immense, les Afriques qui voient revenir les tentations autoritaires, les Afriques en proie aux poussées djihadistes et l'Afrique continent frontière, qui n'a pas dit son dernier mot, certainement, ce sera jusque 19h pour l'instant. Il n'est jamais que 17h09 passé de 27 secondes à Paris. Et alors que la grisaille grise dans le ciel de novembre, au cimetière du Montparnasse, sommeille depuis 1865, vous ne le saviez pas, vous le savez désormais, Pierre-Joseph Proudhon, philosophe classé parmi les socialistes anarchistes et utopistes, qui eut en son temps quelques idées sur le principe d'une fédération pour organiser la vie des citoyens, et 160 ans après sa mort, ça tombe bien, nous sommes en 2025, alors que depuis plusieurs mois se succèdent les gouvernements et qu'à qui mieux on prédit la fin de la Ve République. La tentation fédérale, jetée hier par la fenêtre, recalée le lendemain sur le banc des loufoqueries, revient frapper aux portes des solutions, drapées de séduisants atours. Bonjour Émilie Zapalski. Bonjour. Salut Émilie, tu es éditorialiste politique, consultante en communication de crise. Tu as fondé l'agence Émilie Conseil. À tes côtés, Dorian Dreuil. Salut Dorian. Salut Ludo. T'es politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, directeur d'études de l'Institut Bonafide. C'est quoi l'Institut Bonafide ? L'Institut Bonafide, c'est un institut d'enquête quanti, comme on le résume pour celles et ceux qui ont lu ou vu surtout la série La Fièvre. Voilà, c'est un institut qui fait des sondages, des enquêtes d'opinion, qui traquent un peu les signaux faibles de la société et qui s'éloigne un peu de ce qu'on appelle le prêt-à-sonder, c'est-à-dire qui va aller poser des questions ou fouiller des sujets qui sont peu analysés dans l'opinion et qui va aussi analyser ce qui structure le débat public. Institut Bonafide qui est rattaché au sein d'une agence de communication qui est éponyme, Bonafide, qui a été créée par Robert Zarader il y a quelques années. Comme ça, on sait d'où tu parles. Dans le chat, je rappelle les règles, vous posez toutes les questions que vous voulez, je les passe aux invités, soyez sympas, vous n'oubliez pas le point d'interrogation pour que je vois que c'est une question, et puis restez courtois et bienveillants, on est sur le service public s'il vous plaît. Parmi les grands chantiers annoncés par Sébastien Lecornu, un grand acte de décentralisation et des politiques de tous bords qui vont plus loin en appelant à évoluer vers le fédéralisme. Un projet dont les régions, quittent leur congrès aujourd'hui, seraient les grandes gagnantes. L'idée d'une république fédérale à la française, c'est pas nouveau, Dorian. Non, c'est presque intrinsèquement lié à l'histoire et à la construction de la République française ou des républiques. C'est un débat qui a traversé et qui revient comme ça régulièrement à travers l'évolution de notre vie politique et de la construction de nos républiques, nos différentes républiques, et qui revient. C'est une petite tendance, c'est un débat qu'on voit ressurgir un peu comme la proportionnelle. Ça fait partie des serpents de mer un peu de la vie politique française et qui ressurgit notamment des moments ou à certains moments quand on traverse ce qu'on appelle des crises politiques ou institutionnelles, et particulièrement quand l'État, très centralisé, montre où des moments de faiblesse ou des incapacités à répondre aux grands défis de l'époque, aux défis économiques, écologiques et politiques qui traversent la société, quand l'appareil centralisé et l'État apparaît affaibli, eh bien revient la tentation la tentation fédéraliste, la tentation d'une république fédérale, comme on la voit fonctionner d'ailleurs autour de nous. On prend souvent l'exemple de l'Allemagne notamment, mais aussi des États-Unis. Il y a quelque chose qui relève presque
du réflexe de se dire quand notre République centralisée ne fonctionne pas, on a tendance à vouloir regarder ailleurs si ça fonctionne tout aussi bien et à vouloir calquer des modèles. Donc le débat n'est pas nouveau, il est presque ancré dans aussi l'histoire des idées politiques françaises, où tu citais Proudhon notamment, d'autres grands théoriciens qui ont réfléchi à ces sujets-là, mais je pense qu'il ne faut pas le délier de quand est-ce que ces débats reviennent. Ils reviennent à l'occasion d'une crise institutionnelle ou politique, comme on la vit maintenant et à laquelle on s'est habitué presque depuis 1 an et demi. Et il revient également à chaque fois qu'on reparle des lois de décentralisation. Et pareil, les lois de décentralisation, depuis 86, c'est un peu la ritournelle de chaque nouveau Premier ministre qui a un bingo comme ça dans ses discours de politique générale. Il doit parler d'impôts, il doit parler de la proportionnelle, il doit parler d'un changement de méthode et il doit parler aussi d'un package de décentralisation. Fait partie du bingo des déclarations de politique générale, les fameuses DPG, qui s'enchaînent beaucoup en ce moment. Plus que d'ordinaire. Émilie. Oui, je pense qu'il y a cette idée de tentation au moment des crises, mais il y a un véritable mouvement quand même qui s'inscrit en France. C'est vrai qu'on est toujours entre les Jacobins, donc un État fort, ou les Girondins, un petit peu plus de pouvoir pour les collectivités. Et on a navigué là-dedans avec un État qui est toujours très très fort, mais avec des phases de décentralisation dont tu as parlé, notamment dans les années 80. Ensuite, en 2015, quand même assez fortement, où on a décidé de donner notamment le développement économique aux régions, aux intercommunalités, donc le rassemblement de plusieurs communes. Donc les départements en sortent un petit peu affaiblis, on va dire, et plus responsables du social. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu quand même des étapes de cette décentralisation. C'est un mouvement qui a lieu. Donc c'est pas, c'est sûr qu'on se pose plus la question au moment de crise, et encore plus en ce moment, parce que l'instabilité politique est telle, et l'État et le gouvernement est en telle difficulté qu'on se dit c'est peut-être mieux proche des gens au niveau des collectivités. Il y a aussi cette idée que proche des gens, on a plus confiance, on va mieux s'occuper de moi, on peut quand même plus facilement s'occuper de mon logement, mon emploi, même mon entreprise et tout ça, mes enfants, si c'est à côté, si on connaît un peu le territoire. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une question qui est posée depuis toujours en France. Par contre, alors moi, quand on utilise le mot fédéralisme, je me dis, mais on est dans un autre monde, parce que, l'Allemagne, même les États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Et avant qu'on arrive là, mais je sais pas, il faudra 100 ou 200 ans, parce que notre culture, elle est pas du tout là. Allemagne, je prends un exemple, l'équivalent des régions, c'est les Länder, mais ils ont un pouvoir budgétaire, je sais pas, c'est 5 fois plus élevé, je crois, ou même peut-être plus que les régions. On n'est pas du tout prêt, l'État français n'est pas du tout prêt à donner autant aux régions pour le moment. Après que la discussion ait lieu, surtout dans ces moments-là, je trouve que c'est intéressant. En plus, avec quelqu'un, Lecornu, je trouve que c'est plus crédible avec Lecornu, Sébastien Lecornu, parce que c'est quelqu'un qui vient aussi de ce monde-là. Il a été sénateur, il a été président de conseil départemental, donc il sait ce que c'est. Et il est aux fonctions en tant que Premier ministre. Donc c'est intéressant d'avoir ce personnage-là. Ça m'aurait un petit peu plus choqué. Et d'ailleurs, on a vu que de la part d'Emmanuel Macron, c'est resté un petit peu des paroles. Et on n'est jamais allé plus loin que les paroles. Là, on sent qu'il y a quand même une velléité d'aller un petit peu plus loin. Et je mettrai un autre bémol, c'est que c'est pas dans notre culture. Et avant d'arriver à un fédéralisme, c'est très loin. Et aussi, ça coûte de l'argent. En fait, on s'est rendu compte que 2015, c'était sympa de réduire. On avait 27 régions, c'est ça ? On est passé à 13. Il y a eu des doublons. Il y a des hôtels de région qui sont restés d'un côté et de l'autre alors que les régions fusionnaient. Il y a des personnes qui n'ont pas été... de toute façon, on ne vire pas, c'est de la fonction publique territoriale. Donc ça reste... Il y a des compétences partagées. Je parlais des régions et des intercommunalités pour le développement économique. Et on voit que parfois, elles font la même chose. Donc... C'est bien, et en même temps, c'est difficile de pas, de contrôler au niveau budgétaire. Et je crois que les dernières études vraiment avaient montré que ça avait plutôt augmenté les coûts. En tout cas, on n'a pas réduit du tout les coûts avec cette réforme territoriale de la loi de 2015. Alors dans le chat, WR, le cadrage est stylé. Merci à ceux qui bossent dans l'ombre. Alors ils bossent pas dans l'ombre, mais ils bossent par contre derrière les vitres. Et ils sont très nombreux. On les remerciera en fin de stream. Merci WR, merci pour eux en tout cas, parce qu'effectivement on les entend pas. Moi je les vois, vous ne les voyez pas. Merci. C'est grâce à eux qu'on nous voit.
Plus des réactions et des questions. Marteau, par exemple, qui dit: est-ce qu'on pourrait imaginer de se calquer sur le modèle suisse ou est-ce que c'est l'Europe qui bloque? Salade de tomates tartiflette nous dit: à chaque fin de présidentielle, on a le même baratin. Scarou dit: les solutions miracles émergent lorsque les populistes sont en campagne. Oui. Allo dit, et on répondra dans le désordre, bien sûr, au lieu de faire des plans sur la comète, il faudrait juste que les élus respectent les citoyens et se plient à leur volonté et à rien d'autre. Orthez qui dit: ne serait-ce pas non plus une forme d'aveu d'échec déguisé de l'État qui se retrouve incapable de répondre aux attentes des Français? Dorian Dreuil. Oui, ça fait plein de... questions, vous avez 2 heures, cher ami. Ça fait un cadrage stylé aussi. Lui dire au droit à 1 heure après. Dans l'ordre des réponses à avoir. Sur le respect des citoyens, bah oui, évidemment, avec ce paradoxe-là qui est que quand on parle de fédéralisme, généralement, ce qu'on sous-entend derrière, c'est rapprocher du pouvoir au local. Et donc changer l'autonomie de pouvoir et l'autonomie de pouvoir politique et budgétaire et de le rapprocher du local. Et avec un paradoxe en France, qui est que je crois qu'on est l'un des 2-3 pays dans le monde qui a le plus d'élus au mètre carré et par habitant. Si on compte l'ensemble des élus à l'échelle municipale, départementale, régionale, le Parlement, bien sûr, et puis donc il y a quand même un nombre d'élus par habitant qui est très important. Et pour autant, une lecture dans l'architecture institutionnelle, si on peut employer avec un mot un peu dans le bingo des analyses politico-institutionnelles, l'architecture institutionnelle qui a peu de lisibilité en réalité, parce que les compétences sont différentes à différentes échelles, et aussi parce que il y a des compétences ou des lieux de pouvoir dans lesquels il n'y a pas de vote direct. Je pense par exemple, on regarde l'échelle municipale, entre les intercommunalités, les syndicats mixtes ou autres, le citoyen se perd dans qui décide de quoi. Il y a une série, moi que j'adore toujours citer, c'est la série Game of Thrones, où on entend souvent un des conseillers dire: le pouvoir réside là où les hommes et les femmes se le figurent. Et on voit que dans la réalité, il y a la tentation en tant que citoyen de voir dans l'élu de proximité, notamment le maire, une zone de pouvoir, alors que on lui demande donc toujours tenter plus de résoudre les problèmes. Et son pouvoir politique ne cesse de s'amenuire à mesure qu'on crée comme ça des instances dans lesquelles généralement les votes se font au 3e tour, une fois qu'on a élu les conseils municipaux et les maires, et dans lequel le citoyen a peu de place déjà et peu d'impact. Donc il y a un sujet de lisibilité. Il y a un sujet aussi, effectivement, dans les tentations populistes, il y avait une question là-dessus. On est dans un moment qui est une tendance internationale. La tendance internationale aujourd'hui, elle est au recul de la démocratie. C'est la première fois depuis 20 ans, en 2025, où le nombre d'habitants dans le monde qui vit en démocratie est inférieur à ceux qui vivent dans des autocraties. C'est la première fois ces dernières années, on le mesure depuis 2022-2023. C'est le VDEM Institute, qui est un institut suédois qui mesure ça, où on a basculé dans l'autocratisation du monde. La démocratie ne progresse plus sur la planète, ce sont les autocraties et les pouvoirs autoritaires qui gagnent du terrain. Et donc, il y a cette tendance internationale qu'il ne faut pas minorer, et cette tendance de crise nationale dans lequel, effectivement, c'est un peu l'entre-deux-mondes dans lequel surgissent les monstres, c'est-à-dire cette tentation autocratique, cette tentation de populisme politique qui réveille des pulsions un peu autocratiques. Donc on est quand même dans cet environnement-là. Et c'est toujours la question qui se pose quand on veut changer des organisations politiques ou de régimes politiques, c'est: il n'y a jamais de meilleur moment, mais il y a des moments d'instabilité ou en tout cas des forces antidémocratiques gagnent du terrain et s'attaquent au fondement même de la démocratie, qui amène à se poser la question de est-ce que c'est un moment où on peut comme ça réorganiser complètement en profondeur notre régime politique, qui est aussi très lié à notre histoire, à notre culture démocratique, mais ce qui ne devrait pas empêcher d'imaginer des aménagements possibles dans nos institutions telles qu'elles existent. Après, il y avait une question sur l'Europe. Alors, l'Europe bloque pas. À un moment où on parle énormément de souveraineté, on a la souveraineté d'organisation de notre État et de notre organisation politique qui est pleine et entière. On pourrait passer dans les années qui viennent à la 6e République, la 7e, la 8e. Bon, on peut organiser sans que ça ennuie personne, à part celles et ceux qui gouvernent, et encore que. En revanche, il y a un sujet que je trouve intéressant, c'est que par rapport
au moment où ce débat revient, il y a une tendance qu'il faut rajouter dans la machine un peu de l'habitude, c'est que dans les moments de crise, et on en vit aujourd'hui, les crises elles sont multiples, elles se superposent, elles sont institutionnelles et politiques, mais ça concerne surtout les élus qui n'arrivent pas à se dépêtrer de leur situation dans laquelle ils sont eux-mêmes plongés. Il y a quand même une société qui vit en parallèle de cette crise politique, qui vit des crises économiques, sociales, presque sociétales, et dans ce moment-là, il peut y avoir une tentation aussi de repli sur la proximité, sur le local, sur ce qu'on maîtrise, sur ce qu'on voit, sur les solidarités du coin de la rue, dans son immeuble à l'étage, ou vraiment enfin pas de repli, mais en tout cas de réappropriation de son espace. Et c'est là où ça peut être intéressant d'imaginer un débat comme ça sur comment est-ce qu'on réorganise le pouvoir politique, et notamment le pouvoir politique local, à un moment où les enjeux de proximité sont très forts. L'Institut Bonnafidin avait conduit un baromètre qui s'appelle le baromètre de la réconciliation, et une des tendances qui remontait beaucoup, c'est que les gens se figuraient la réconciliation de la société possible, surtout à l'échelle locale, surtout dans une réconciliation de proximité, dans de nouvelles formes de solidarité, dans de nouvelles formes de cohésion sociale, dans de l'hyper-proximité. Donc le local, comme ça, regagne de l'intérêt en ce moment aussi, parce qu'il y a ce sentiment qu'à l'échelle nationale, ça ne fonctionne plus, qu'à l'échelle nationale, les débats sont ultra polarisés, qu'à l'échelle nationale, on ne peut plus discuter sans conflictualité, qu'à l'échelle nationale, le politique n'arrive pas à se dépêtrer de sa mélasse dans laquelle il s'est mis tout seul, et donc réinvestissons les échelles plus locales ou plus de proximité. Émilie ? Oui, je pense que je reviens sur la question solution miracle, populisme et tout ça. Alors, je sais pas, je regardais justement dans les sondages, c'est pas forcément les partis d'extrême qui sont toujours le plus favorables pour plus de décentralisation. Plutôt pas. Hein. Plutôt pas, parce que, évidemment, quand on veut être un petit peu autoritaire et qu'on veut essayer de gérer tout, c'est plus facile d'avoir un État fort et d'imposer ça. Croit aux communes, par exemple, mais le regarde d'un œil un peu circonspect. Tout à fait, ouais. Forme plus... Bon, en même temps, on a de plus en plus, par exemple, quand on voit à l'extrême droite, d'élus locaux, donc ça va probablement changer aussi, parce que plus ils exercent le pouvoir localement, plus il va y avoir aussi des envies de pouvoir localement. Donc ça, il faut voir ça. Après, sur l'Europe, en effet, ça n'empêche pas. Je crois que c'est vraiment la confiance qu'a l'État vis-à-vis des collectivités, la répartition qu'on peut se faire des compétences. C'est ça qui est plus difficile à organiser. L'argent aussi, parce que souvent l'État délègue, mais il délègue pas les moyens, donc ça laisse les collectivités assez en position très difficile. Hein. On le voit avec les départements, j'en parlais, ils sont responsables de tout ce qui est social. Ils ont de moins en moins de budget, donc c'est très difficile. Les régions, les intercommunalités ont un petit peu plus de marge, mais on voit les communes très difficiles aussi. Donc plus on leur donne des compétences, mais si on leur donne pas les moyens, c'est mission impossible. Mais je pense que c'est vraiment vis-à-vis des responsables politiques de l'État que c'est plus difficile de lâcher les rênes. On parle souvent plus de déconcentration que de décentralisation. La différence, c'est que vraiment, décentralisation, c'est les compétences qui sont données aux collectivités. La déconcentration, c'est le pouvoir de l'État au local, donc les préfets par exemple. C'est pas inintéressant, hein. C'est comment l'État travaille localement d'une manière plus intelligente et pas de Paris donner des ordres, donc avoir des représentants locaux comme les préfets qui connaissent les territoires et qui travaillent avec les élus. Donc l'État a plus de facilité à faire de la déconcentration, et je pense qu'Emmanuel Macron, quand il parle de décentralisation, c'est plutôt de la déconcentration qu'il fait, et ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est pas la même chose, mais voilà, je pense que c'est vraiment un blocage qu'on a. Après, oui, moi je suis d'accord, hein, c'est un peu un aveu de faiblesse aussi de l'État de dire bon on va déléguer ça. C'est aussi aller dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire que les citoyens se disent c'est peut-être mieux un pouvoir qui est proche de moi j'ai plus confiance et tout ça. Ça paraît plus cohérent aussi, hein, c'est du bon sens et du pragmatisme. Donc oui, quand l'État est un peu affaibli, il sort un petit peu ce truc-là en disant allez, on va faire ça, ça va être super. Vous voyez, on est bien, on va donner un petit peu de nos responsabilités. Bon, il y a souvent des mauvais coups derrière, surtout quand on est en pleine discussion budgétaire, hein, parce que les collectivités, elles en prennent souvent plein dans la figure de réduction. Donc voilà, en fait, c'est un truc qui paraît simple, mais c'est très complexe parce qu'il y a des enjeux très, très différents des uns des autres. Mais encore une fois, je trouve qu'on va
très très lentement et avec, c'est vrai, 80, après 85, 86, après 2015, c'est lent, mais c'est quand même des pas qui sont marqués, et je pense que chacun voit dans les régions ou quoi l'activité de leur collectivité qui est quand même assez importante. Alors c'est long, salade tomate tartiflette, on adore ton pseudo, salade tomate tartiflette, salut. Ça devient la saison. Continue à nous soir, oui, ça les devient absolument, la salade un peu moins, mais la tartiflette, oui. C'est Macron qui a asséché les collectivités, faut nommer les décisionnaires un peu, nous dit salade tomate tartiflette. C'est vrai que depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017, il n'y a aucune loi qui a poursuivi les 3 premiers actes de décentralisation, donc 82, 2004, 2015. Macron était même plutôt un grand centralisateur, non ? Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Oui. Tu parlais de déconcentration, effectivement. Il a théorisé sa présidence, ou en tout cas sa manière d'exercer le pouvoir, a été très tôt théorisée comme assez centralisée. Et beaucoup partant de lui. Et donc c'est un peu le paradoxe de l'époque, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment où, si on regarde les cycles, on serait dans le moment d'une nouvelle loi de décentralisation ou de déconcentration très fort, qui prolongerait les actes précédents. Et c'est en même temps, pour reprendre une formule très macronienne, le moment où on n'a jamais eu un État aussi centralisé, aussi du fait des crises, notamment au moment de la crise sanitaire, avec une ultra-centralisation des décisions autour de quelques personnes en haut de l'État, et un moment où on vit aussi un phénomène qui s'accélère, c'est l'hyper-présidentialisation, qu'on avait déjà commencé à observer avec Nicolas Sarkozy, qui était le premier quinquennat, enfin le premier unique quinquennat Sarkozy, où on parlait déjà d'hyper-présidence. Ce phénomène-là s'est accéléré. On le voit d'ailleurs même en ce moment, à un moment où où tout le monde devrait avoir un peu les mains dans la tambouille parlementaire, et où on devrait vivre un grand moment de démocratie parlementaire, tant attendu, tant espéré, de débat dans les hémicycles ou autre. Il y a la moitié de l'échiquier politique qui a le regard viré sur 2027. Et une partie de la classe politique qui dit, oui, attendez, ça, on peut négocier, mais ça, c'est à renvoyer à l'élection présidentielle, ça ne pourra pas être tranché avant, ni autrement. Donc on vit quand même avec un grand paradoxe dans notre vie politique, qui est d'aimer parler de décentralisation, d'aimer la promettre, sans trop savoir laquelle on promet derrière, et en même temps d'être dans cette ultra-centralisation du pouvoir politique aux mains d'un chef de l'État et d'un chef de gouvernement. Alors plutôt d'un chef de l'État en ce moment, parce que on voit bien que par les temps qui courent, le pouvoir, quand on est chef du gouvernement et donc Premier ministre, est plus compliqué à exercer. Mais tu parlais du mot de confiance. Je trouve qu'il est assez central en fait dans ce débat-là. C'est-à-dire que quand on regarde la confiance, il y a des enquêtes, notamment les fameuses enquêtes du Cevipof qui sont publiées chaque année en février sur la confiance des Français dans la vie politique et en quoi les Français ont-ils confiance. Il faudrait Bruno Cotresse qui nous prenne une dépression en direct. Et donc, si Bruno Cotresse était là, d'une manière très déprimée, il dirait on est rentré, il l'a écrit comme ça, dans l'ère de la défiance généralisée des Français envers les institutions politiques, démocratiques et envers les responsables politiques à l'échelle nationale. Les derniers qui résistent à peu près encore, et pour combien de temps, c'est la figure du maire. C'est-à-dire vraiment de l'élu qu'on croise, qu'on connaît, qui résout les problèmes du quotidien, du bout de la rue. C'est encore ceux qui résistent le plus. Pour combien de temps encore ? Ce sont ceux aussi qui rendent les premiers leur tablier. Et d'ailleurs, on est dans sur le mandat là, qui s'achève en 2026, sur le dernier mandat d'élection municipale, on est dans un record historique sans précédent, le nombre de démissions de maires, mais aussi de conseillers municipaux, ce qui pourrait, mais c'est un autre débat, mais aussi à un moment réfléchir, est-ce qu'on ne va pas au crash démocratique sur les élections municipales 2026, avec des difficultés pour constituer des listes et des difficultés pour presque d'attractivité démocratique de ces fonctions-là, qui sont de plus en plus exigeantes, qui sont de plus en plus démunies face aux problèmes des gens avec des pouvoirs qui se déportent ici et là, et qui franchement, pour la plupart du temps, relève du sacerdoce, quoi. Il faut porter sa croix quand on est élu local. On a énormément de responsabilités, assez peu de reconnaissance, mais après tout, on ne vient pas forcément là pour de la reconnaissance, mais en termes d'engagement, d'indemnité ou autre, la plupart des élus, des conseillers municipaux, c'est presque des engagements quasi bénévoles. Wendy, dans le chat, on nous dit effectivement, redonner plus de pouvoir
aux régions. Pardonnez-moi, Oui. je plantais. C'est très bien, mais il dit, c'est quand même un défaut, c'est quand tu vis dans une région pauvre, tu n'as pas de moyens pour faire des transitions écologiques, par exemple. Je vis dans une région, dans la diagonale du vide, on supprime des trains et on n'a pas de prime pour acheter un vélo électrique, contrairement à Paris, par exemple. C'est super intéressant cette question, et justement, je me notais la question de l'équité territoriale, c'est-à-dire comment on fait quand on délègue un peu ce pouvoir-là pour que, si j'habite une région, je ne sois pas défavorisé par rapport à une autre. C'est aussi, c'est au-delà des infrastructures, c'est sur des subventions, sur des aides, enfin il y a plein de choses comme ça. Donc en effet, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux, le pendant, enfin l'État et en même temps les collectivités, et de voir comment on peut gérer cette équité territoriale. C'est pas impossible, hein. C'est juste... C'est compliqué cependant. C'est compliqué, mais c'est possible. Parce que si on dit qu'on ne reste à l'État que le régalien, donc finalement il reste beaucoup de choses quand on enlève le régalien. Oui, mais... et qui touche la vie du citoyen, sa vie de tous les jours. Oui, mais je prendrais un exemple sur le développement économique. Pourquoi ça serait l'État qui s'occuperait des vélos? Wendy parle des primes pour le vélo électrique, par exemple. C'est-à-dire que si c'est que sur les régions ou des communes ou quoi, certaines vont le faire, d'autres non, et certains citoyens vont envie que ça se fasse sur leur territoire, mais ils n'auront pas la possibilité. Donc c'est ça, l'équité, c'est ça. C'est si je suis sur un territoire, pourquoi j'ai pas la même chose que sur un autre, et comment voilà. Et donc ça peut s'organiser. L'État, par exemple, sur le développement économique, sur les entreprises, il s'occupe des grosses boîtes. Les régions s'occupent des boîtes un petit peu plus petites. Et quand elles voient un cas d'une grosse entreprise, elles sollicitent l'État. C'est pas super bien fait parce que justement, elles n'ont pas la main, par exemple, pour rentrer suffisamment dans le capital d'une grosse boîte quand il y a des problèmes et qu'elle veut sauver des emplois sur son territoire. Elle est obligée de solliciter l'État, mais ça se fait quand même. Il y a aussi des cas où c'est efficace. Donc, c'est vraiment un travail de dentelle pour savoir comment je peux rendre la compétence plus efficace si elle est à la fois par l'État et à la fois par les régions, ou de temps en temps par l'un ou par l'autre, parce que c'est mieux. Je pense aussi, ça a beaucoup d'atouts de se dire que les territoires ont quand même la main, d'abord, et on l'a dit, on n'arrête pas de le dire, d'une façon différente, mais la proximité. Je connais mon territoire, je connais les acteurs économiques, universitaires, je connais les manques, je connais les biens. Je sais que ma démographie a besoin de voir des gens arriver. S'ils arrivent, comment je loge toute la famille? Est-ce que j'ai du logement? C'est tout ça. Les maires, les intercommunalités, les régions, alors peut-être moins les régions parce que c'est un peu plus large encore, mais connaissent ce territoire. L'État... il connaît pas forcément tout, quoi. Il vient, même les experts de l'État, enfin les fonctionnaires, parfois ils connaissent pas tout, et c'est moins facile de s'occuper d'un territoire. Donc ça a quand même une logique. Ça a une logique aussi pour essayer je pense à des filières industrielles ou de connoter un petit peu le développement des territoires par rapport à ce qu'ils ont comme ressources ou savoir-faire, et de se dire, moi, voilà, j'ai mon budget, je suis assez costaud pour me dire, je vais être le plus fort là, on parlait de transition écologique, ça peut être sur une filière écologique. Il y a par exemple des territoires dans le Nord qui ont fait ça sur l'hydrogène, qui ont fait ça sur les piles à combustible, je pense aux Hauts-de-France et tout ça. Donc voilà, ça permet, si j'ai pas d'argent et si j'ai pas de marge de manœuvre et un peu de pouvoir, je peux rien faire, et j'ai envie, mais je peux rien faire. Si j'en ai un peu, ça commence à être intéressant. En France, oui, on est un peu dans l'entre-deux, quoi. On peut un peu, mais on peut pas trop. Il faut le papa, l'État, appeler le papa État pour quand on veut vraiment faire des actions plus grandes. Mais voilà, il y a du bien. Moi, je trouve qu'il y a du bien dans l'équilibre. Moi, ce que je ressens, sincèrement, c'est que je pense qu'il y a besoin d'une phase supplémentaire de décentralisation et qu'on n'y coupera pas. C'est sûrement pas le meilleur moment parce que le Parlement est ce qu'il est, mais je suis persuadée que ça sera dans les clous à un moment ou un autre, peut-être pour la présidentielle 2027, mais ça sera important de le faire, et toutes ces questions autour de la démocratie, du manque de confiance et tout, appellent à ça, justement. Donc, je pense que ça sera obligatoire. Par contre, c'est pas le meilleur moment en ce moment, même si Sébastien Lecornu est très volontaire, il faut le dire, hein, il mène des consultations. Là, il a consulté les préfets. Il consulte à droite, à gauche pour savoir comment le faire. Il veut aller vite. Il dit que ça va passer au Sénat avant la fin de l'année. On ne sait pas si le gouvernement sera toujours là d'ici là. Donc, ça laisse beaucoup de points d'interrogation sur une éventuelle loi dans ce domaine. Circonspection à ma droite. Oui, enfin, pas circonscription, mais circonspection, mais... c'est vrai qu'il va y avoir tout le débat très théorique, un peu comme on l'a là ou autre, et puis après
là où le bas blesse, c'est quand il va falloir passer à la pratique. Là, on parle de fédéralisme. On est dans l'étape ultime de la décentralisation qui nécessiterait un changement de constitution. Parce que la constitution l'indique, la République est une et indivisible. Et donc, un changement de constitution, ça veut dire, ça passe notamment par réunir ce qu'on appelle le Congrès, donc réunir le Parlement en Congrès. Et c'est une mécanique... Peut-être une petite majorité quelque part. Voilà, c'est une mécanique qui est au 3/5 en plus, il me semble. Il faudrait vérifier si on a droit à un appel à un ami. Il faudrait appeler Benjamin Morel, qui est très doué sur les enjeux constitutionnels et sur les enjeux territoriaux en plus, et régionalistes, qui a écrit des choses assez passionnantes dessus. Mais ça demande un peu de technique parlementaire, constitutionnelle. À un moment où on a du mal à voter un budget, et du coup, ce point technique, moi, dans la réflexion, m'amène à l'autre sujet qui est celui des consultations. C'est bien de consulter les préfets, c'est bien ceux qui font vivre la déconcentration et la décentralisation, mais à partir du moment où on touche à un sujet d'organisation du pouvoir politique, d'organisation de nos institutions, d'organisation du rapport entre les institutions, le pouvoir politique et les citoyennes et les citoyens, moi je pense que on ne peut pas échapper à une forme de grand débat ou de convention citoyenne ou d'outils un peu innovants qui justement associent celles et ceux qui vivent le rapport à l'État, le rapport au pouvoir politique, le rapport aux institutions qui le vivent dans leur vote et dans leur chair au quotidien. C'est aux gens qu'il faut demander aussi leur avis et qu'il faut associer à ces consultations. Alors, le problème, c'est que c'est jamais le bon moment pour faire des consultations avec les citoyens. Mais il faut prendre ce temps-là. C'est justement un bon exemple de convention citoyenne, s'il en fallait une nouvelle, pour aussi avoir pas que le regard des praticiens des institutions, celles et ceux qui sont nommés ou élus pour les faire vivre telles qu'elles existent, mais aussi associer celles et ceux qui les vivent de l'autre côté pour les imaginer telles qu'elles pourraient être. Et peut-être qu'on a aussi besoin de ce grand moment de comment est-ce qu'on réadapte notre logiciel institutionnel aux nouvelles exigences démocratiques de la société. Harold pose une question dans le chat, mais on ne va pas y répondre. Harold nous demande pourquoi ne pas confier une partie de l'Assemblée à des citoyens tirés au sort, sans lien avec aucun parti ni syndicat. C'est hyper intéressant comme question. Ça peut faire l'objet d'un autre stream. On sort un peu parce que ça amènera une discussion très longue, très intéressante. Mais voilà. Bandini lui dit est-ce qu'il y a des politiques qui réclament une république fédérale? Alors, on peut peut-être poser la question autrement. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes politiques, des élus, qui n'ont pas tellement intérêt à un processus vers une république fédérale? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les partis un peu d'extrême, d'ailleurs, parce que c'est le RN, tout comme la France Insoumise, la France Insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche, Émilie Zapalski, c'est un parti à la gauche de la gauche. Voilà. Sinon, dans le chat, ça veut nous sauter à la figure. Oui. Donc, en tout cas, c'est des partis qui... donc, je citais le Rassemblement National ou la France Insoumise étaient peut-être moins favorables à ce genre de décentralisation, mais de plus en plus. On voit que ça bouge là-dessus. Mais quelle était la question? J'ai perdu le fil. Est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas du tout intérêt on voit que c'est une idée qui prospère, qui prospère en sinus. C'est toujours plus simple. On peut le comprendre quand on a un gouvernement de tout décider, si je caricature, de Paris, plutôt que de partager les compétences. Souvenez-vous, au moment du Covid, c'était un sketch un peu. On disait on laisse faire les collectivités. Non, mais c'est pas possible. On va faire des règles comme ça autoritaires. En fait, il y a plus d'autorité si on garde pas mal de compétences de la part de l'État, et sinon il faut partager, donc c'est toujours plus difficile. Là on en parle beaucoup aussi parce qu'il y a le congrès des régions en ce moment, et donc une des premières à demander ça, c'est l'Occitanie, c'est la présidente Carole Delga de Région de France qui porte ça, parce que évidemment ils sont directement concernés. J'allais dire que c'est un peu comme ça que ça se répartit, c'est que la plupart du temps il y a un parti, les régions sont d'un côté politique, l'État est de l'autre, et il y a une espèce de guéguerre qui se passe à chaque fois, et c'est un peu systématique, quoi. Donc c'est un peu un jeu de rôle en fonction de où je me situe, du côté de l'État ou du côté des collectivités. Voilà. Donc c'est un peu ça. Après, ce que je trouve quand même intéressant dans ce débat, c'est aussi tout ça, et tu parlais aussi de la mise en œuvre, ça dans l'idéal, ça nous permettrait un peu d'évaluer justement les politiques publiques et de savoir lesquelles sont mieux et à quelle échelle.
en fait, quelle échelle est la plus pertinente? Est-ce que c'est au niveau de l'État? Est-ce que c'est au niveau de la région? Selon, quand je parle du logement, on parle beaucoup de décentraliser la politique du logement, mais il y a des avantages, il y a des inconvénients. On pourrait faire développement économique, on en a parlé, l'apprentissage. Il y a tout ça. Et logiquement, ça devrait nous faire réfléchir sur qu'est-ce qui est mieux, à quel endroit, qu'est-ce qu'on fait mal aujourd'hui, et ça nous ferait un peu évaluer cette politique publique qu'on n'évalue jamais, il faut le dire. L'État a beaucoup de mal à évaluer tout ça. Les régions peut-être le font un peu plus, mais ça serait quelque chose d'intéressant. Après, sur les conventions citoyennes et tout ça, le problème, c'est qu'on en a tellement rabâché avec un peu une entourloupe à la fin, c'est-à-dire c'est le grand chef qui décide. Moi, je trouve que les gens, ils sont super sérieux, ils participent vachement bien à ces conventions. Ça se fait toujours très bien, comme au grand débat, mais c'est un peu arnaque au bout du compte parce que les idées sont pas prises en compte. Convention citoyenne sur le climat, ça a été quand même un sketch. 200 mesures et je crois qu'il n'y en a pas une qui a été appliquée. Il y en avait 2 qui étaient retenues et pas une qui a été appliquée. Donc oui, je suis d'accord qu'il faut du débat autour de ça, sûrement. Mais il faut que le cadre il soit assez clair, en tout cas, avant de commencer le débat. Quoi. Oui, ça, il faut que les règles du jeu soient claires et qu'il y ait toujours l'écueil dans ce type de dispositif participatif. Mais il y a un truc assez rigolo, enfin pas du tout rigolo, mais original dans ce débat-là, c'est que il y a un moment où vont se croiser les fédéralistes et ceux qui portent un peu ces enjeux de République fédérale avec un autre courant, de manière plus originale, c'est plutôt les courants libéraux ou qui se présentent comme tels. Je crois par exemple David Lisnard parlait de la République des maires à un moment, le think tank Génération Libre qui avait été créé par Gaspard Koenig à l'époque a beaucoup travaillé sur justement beaucoup plus de décentralisation, d'autonomie politique à l'échelle des régions ou des communes. Et donc il y a comme ça un peu ce moment original où quand on pense République fédérale, on pense à des courants plutôt à gauche ou des courants de pensée hérités de la gauche et comme ça qui vont être repris ou en tout cas retravaillés, peut-être dépoussiérés d'une certaine manière ou vus avec d'autres lunettes par les courants plus libéraux, voire libertariens, qu'on associe plutôt à droite de l'échiquier politique. Bon, après, David Lisnard, c'est président de l'Association des maires de France, donc c'est aussi prêcher pour sa paroisse au moment où on est là. Peut-être que quand il sera ministre, s'il était ministre, ça serait encore autre chose. Enfin, oui, voilà, et ça, c'est le paradoxe, aussi le paradoxe dont on parlait tout à l'heure sur comme ça ce scepticisme qu'on entretient à l'égard, par exemple, d'un président de la République qui centralise beaucoup, qui a énormément de pouvoir par rapport à d'autres organisations politiques. Il y a ce scepticisme et en même temps, c'est l'élection présidentielle qui mobilise le plus et qui passionne le plus. Donc bon, on est une république un peu comme une autre où on vit avec traversé par des paradoxes quand on regarde l'organisation de notre pouvoir. Parce que les institutions aussi valorisent la figure du président. Ouais, peut-être qu'on serait passionné par l'élection d'un président de région, je sais pas comment on appellerait. C'est notre histoire, c'est notre culture, et on se bat avec ça parce qu'on a envie de changer, mais on a du mal, on est toujours, on aime bien élire presque un roi, et puis après on aime bien le démonter. Enfin, il y a un côté quand même, une répétition quand même de notre histoire et de ce qu'on fait, et ça, c'est notre culture. Quoi. Et on a aussi une classe politique qui est le produit des institutions telles qu'elles existent aujourd'hui. On en a la preuve avec ce qu'on vit, cette espèce de cauchemar, de crise à répétition depuis la dissolution, depuis 1 an et demi, où on dramatise une situation qui est d'une banalité absolue dans tous les régimes parlementaires autour de nous. C'est-à-dire que vivre en majorité relative, c'est plutôt la norme. À l'inverse, c'est plutôt l'exception, comme ça, d'être en majorité absolue et de dire on appuie sur tous les boutons, on fait ce qu'on veut, tout passe, et puis de temps en temps on lâche un amendement au milieu de la nuit aux oppositions ou autre. Donc, on aurait pu, depuis 1 an et demi, on en a parlé ici, on en parle quasiment tous les jours maintenant, je pense que ça doit gonfler les gens, même ça nous gonfle un peu nous-mêmes, le compromis le fameux compromis, le fameux changement de culture démocratique, le fameux la recherche de coalition, ce qui est la banalité d'une démocratie parlementaire. On voit la difficulté dans laquelle on a aujourd'hui une classe politique qui n'arrive pas à rentrer là-dedans, qui est toujours dans un logiciel de majorité absolue ou d'opposition, et qui
y a des années-lumière de ce changement de culture démocratique. Donc, imaginez une autre organisation de l'État, le gap, quoi. Ils ont Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à la mettre en scène pour pas la vision, quoi. Enfin, c'est pas un problème de description, c'est pas un problème de mise en scène, tout ça, non, en fait. pour moi, c'est un problème de pratique politique. On n'a pas l'habitude de cette dramaturgie, peut-être C'est surtout qu'il y a une paresse, parce qu'on est dans le confort et la facilité, voilà, de se dire que quand on n'est pas en majorité absolue, on est forcément dans une opposition. Donc comme ça, on s'énerve dans l'Assemblée, ça fait des capsules vidéo sur Twitter, ça mobilise des sympathisants, voilà. Et quand on est dans une majorité absolue, il y a assez peu d'efforts à faire, puisque tout peut être voté quasiment ou pas. On en a le souvenir avec le quinquennat précédent, qui avait laissé d'ailleurs l'image, c'était l'image du député Playmobil, finalement, qui avait assez peu de valeur ajoutée, qui votait, qui appuyait, il y a quand même un événement aussi dans notre Assemblée, c'est qu'on se retrouve avec plus de 126, je ne sais plus combien ils sont, mais députés du Rassemblement national, et on n'avait pas du tout l'habitude, il y a un pouvoir qui est pris de plus en plus, une montée en puissance, et faire des compromis, y compris avec l'extrême droite, comme le font certains pays du Nord, c'est pas du tout dans les mœurs françaises jusqu'à maintenant. On a eu très peu de ce cas de figure de députés extrême droite autant présents et peut-être même plus à l'avenir à l'Assemblée. Donc c'est pas notre culture, c'est pas notre culture. On a un peu le fantasme d'avoir une vision. D'ailleurs, si vous entendez un peu les uns et les autres, c'est un peu ce qu'ils demandent aujourd'hui. Ils disent, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'orientation vraiment précise, ce qui est un peu clair, parce qu'il y en a vraiment pas. Mais c'est un peu un fantasme de se dire ça, parce que la plupart du temps, Chirac, il a une vision, puis finalement, il a fait tout l'inverse. Mitterrand, c'était un peu la même chose. Mais on a en tout cas ce fantasme de se dire, il faut un homme, ou une femme, j'espère un jour, qui a une vision pour la France et qui va emmener le pays là-bas. Et c'est mieux qu'on soit tous globalement, en tout cas en majorité, d'accord pour y aller. Et l'opposition fait juste pour rectifier, pour essayer d'aménager ça. On a encore cette croyance, et peut-être que c'est bien, c'est aussi une bonne façon de voir les choses, plutôt que de manière pragmatique, morceau par morceau, construire un programme de gouvernement. On n'a pas du tout la même façon d'aborder les choses que les pays nordiques. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, dit, alors pardon, c'est un peu long, mais je fais vite. Je proposerai un principe simple, celui de l'identification d'un seul responsable par politique publique. Il s'agira soit d'un ministre, soit d'un préfet, soit d'un élu. Il ne faut pas décentraliser des compétences, il faut décentraliser des responsabilités avec des moyens budgétaires et fiscaux et des libertés, y compris normatives. À entendre le Premier ministre, en fait, si le gouvernement paraît s'imposer, a priori, pour les politiques régaliennes et les préfets pour leur déploiement, il faudra s'adresser à quels élus locaux? Pourquoi? Pour le reste? Pour quel truc? C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est tout ça c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que en fonction des politiques publiques, un autre élu. Oui, mais ça va pas. Il faut une troisième chambre. Ça va être encore plus compliqué parce que parfois, sur certaines politiques, ça va demander des moyens qui vont dépasser forcément ce qu'auront les collectivités. Je pense au logement, par exemple. C'est très complexe parce que dans le logement, vous avez le logement privé, vous avez le logement social, vous avez le logement très social, vous avez la construction, vous avez la réhabilitation. Donc vous avez aussi la transition écologique. En fait, dès qu'on prend une politique publique, mais c'est intéressant de travailler là-dessus, je pense que c'est un chantier super intéressant, parce que tout de suite, dès que vous prenez une brique, c'est plein de trucs transversalement qui sont dedans. Et donc, mais après, ça se fait déjà, ce qu'il dit. Par exemple, je vous prendrai un programme qui a été lancé, ça s'appelle Territoire d'industrie. Il y a un élu et un industriel sur chaque territoire qui sont responsables d'organiser le territoire pour donner le maximum de budget, flécher des budgets qui sont normaux, qui sont là, comment on appelle ça, de droit commun, et les flécher spécifiquement sur l'industrie. Et ça marche plutôt bien quand on délègue ça. Là où il a raison, le Cornu, c'est quand on sait clairement à qui on doit s'adresser, quoi. Et c'est ça qui est difficile en France, c'est que quand vous êtes, par exemple, si vous, je sais pas, il y en a peut-être qui ont cherché à créer leur boîte ou avoir des aides, mais c'est juste l'horreur. C'est la chambre de commerce, le département. Non, mais c'est horrible. Il y a, je sais pas combien il y a de guichets. On dit toujours qu'il va y avoir un guichet unique, mais c'est juste affreux. Ou quand on veut être représenté à l'international, c'est pareil. On rentre dans un truc où c'est pas possible de s'y retrouver, quoi. Et c'est tout ça qu'il faudrait essayer d'éclaircir. Mais bon,
Après, en plus, ils rajoutent la liberté normative. Ça, c'est pareil, c'est un peu une arlésienne. On dit un peu d'expérimentation pour les territoires. Mais alors, dès qu'ils ont un peu la main, l'État flippe et donc se dit qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre du pouvoir. Ouh là là, et il essaie d'arrêter ou en tout cas de bien contrôler. Ça va pas être facile. Chers amis, il est 17h51, 17h52 même quasiment. Est-ce que nous avons... Enfin, on n'en a pas fini, on peut en parler pendant des heures avec notre idée fédérale. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de budget? Je suis sûr que vous avez très envie qu'on parle de budget. Voilà, dans le chat. On se fait quoi? On se fait 7 minutes de budget. Voilà, l'idée c'est de parler d'un petit peu d'autre chose. C'est quand même l'actualité. Sébastien Lecornu, donc le Premier ministre, s'est rendu hier soir à la conférence des présidents du Sénat, une réunion des présidents de groupe et des commissions censées définir l'ordre du jour parlementaire. Une réunion lors de laquelle il a appelé le Sénat à la responsabilité en vue des débats budgétaires. Si la censure sur le budget, alors il y aura démission et donc dissolution. Je ne serai pas le Premier ministre qui fera une passation de pouvoir avec Jordan Bardella. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, Sébastien Lecornu? C'est une forme de pression à dire s'il y a une dissolution. En l'état actuel, c'est aujourd'hui le Rassemblement national qui serait élu, et donc il y a comme ça une forme un peu de raccourci qui est de dire si vous votez pas le budget, il y aura une dissolution et donc vous serez responsable d'amener l'extrême droite au pouvoir à Matignon. Bon, ça reste à vérifier, les dynamiques électorales sont ce qu'elles sont. Bien malin celui ou celle qui pourrait dire qui sortirait vainqueur d'une élection législative anticipée, comme bien malin était celui ou celle qui prévoyait d'être plongé là-dedans il y a 1 an et demi. Donc ça, c'est toujours, faut toujours avoir de la prudence, je pense, dans ces hypothèses-là. Ce qui est sûr, c'est que on ne se donne pas les moyens du tout de trouver un budget de compromis ou de trouver des compromis dans ce budget. C'est-à-dire que pour, justement, dans la configuration actuelle, trouver des éléments de compromis, déjà il faut être deux à le vouloir, et pas certain que tout le monde aujourd'hui à l'Assemblée nationale fasse ce travail-là d'aller vers le compromis, mais surtout ça demande deux choses. Ça demande de la confiance et ça demande un peu de sérénité et de temps, parce que la démocratie demande du temps. On n'est pas justement dans une assemblée générale d'une grande boîte où on suit le règlement intérieur, on vote vite et on fait défiler les slides du PowerPoint. Ça demande du temps, ça demande du temps de débat et ça demande de la sérénité de débat. Et depuis le début de l'examen de ce budget, chaque jour qui passe enlève de la sérénité, rajoute de la pression, rajoute de la tension, et donc ça va devenir très compliqué d'imaginer assez de sérénité pour trouver des voies de compromis qui ne sont pas impossibles, hein, parce qu'il y a des axes majoritaires dans l'opinion qu'on peut trouver. La question de la taxe Zuckman, par exemple, il y a aujourd'hui des axes ultra majoritaires de soutien sur ce sujet-là. C'est un objet, alors je ne veux pas ouvrir le débat, est-ce qu'il faut être zuckmaniste ou pas zuckmaniste, mais il y a un axe majoritaire. Il y a des axes majoritaires, même dans des électorats plutôt à droite, qui soutiennent on voit des choses bouger, avec comme ça un satisfecit de l'opinion, après de 75 ou 82% suivant les sondages. S'il y a des majorités dans la société, elles peuvent aussi se construire dans les assemblées. Et donc, plus on grille de cartouches comme ça, d'arriver à montrer qu'on peut trouver des compromis sur des objets symboliques et politiques, plus on s'empêche le droit d'imaginer un budget. Après, sur la question d'une dissolution, il y a un débat très constitutionnaliste de à partir de quel jour on pourra plus dissoudre, parce que le temps d'organiser des élections, d'installer une nouvelle législature, il n'y aura pas le temps de trouver un budget avant le 31 décembre, ce qui est un peu le tic-tac, quoi. Donc on ne se donne pas, mais on ne s'est pas donné de toute manière depuis 1 an et demi les conditions pour justement changer de méthode et changer de culture démocratique. Je suis pas complètement d'accord, mais j'ai un peu l'impression d'être la ravie de la bande depuis le début, depuis 15 jours, parce que je vois les choses un peu différemment. Mais bon, déjà, tu n'es pas d'accord sur quoi, sur quel point? Le fait que ça soit un bourbier et qu'on n'arrive pas au compromis, mais ce qui est vrai, mais je trouve qu'il y a des choses positives. C'est ton optimisme naturel. C'est mon optimisme naturel, ouais, ça doit être ça. En tout cas, bon, sur la question de Sébastien Lecornu vis-à-vis de Jordan Bardella, il essaie toutes les cartouches qu'il peut. Ça fait partie des leviers qu'il
parti là en disant « Ouh là là, attention, risque du RN, donc soyez sympas les gars, faites passer le budget, au moins abstenez-vous, laissez passer le budget. » Il en a pas beaucoup des cartes à jouer, donc il les joue toutes à plein, comme il peut. Donc voilà, ça c'est une stratégie. Moi je le trouve quand même plutôt malin, plutôt agile depuis le début. Depuis 15 jours, voilà, on pensait que sa peau, elle était cramée, le Cornu 2, qu'elle durerait pas beaucoup plus que le Cornu 1. Bah, finalement, ça dure un petit peu. Et il passe comme ça les étapes. À chaque jour suffit sa peine. Mais voilà, je trouve que quand même, il se débrouille. Après, sur l'histoire du compromis et tout ça, c'est très difficile parce qu'on n'est pas habitué à ça, qu'on a une assemblée vraiment très morcelée et que chaque parti politique veut avoir sa réussite, son trophée pour dire aux siens, vous avez vu, le PS par exemple, vous avez vu, j'ai eu ça, le RN, vous avez vu, machin et tout. Mais quand même, moi je trouve que ça discute. Sur des sujets qu'avant, avant, ils étaient même pas débattus, ces sujets-là. Tu parles de la taxe Zuckman. Moi, je me souviens qu'il y a 2 ans, il y a eu un amendement du MoDem sur justement taxer les dividendes et tout. Mais ça a pas fait long feu. Enfin, franchement, ça a très peu pris dans les médias, dans le débat public, à l'Assemblée. Alors que là, on en parle vraiment et on essaie de chercher comment on peut faire. Est-ce qu'on peut faire moins? Est-ce qu'on peut faire plus? Il y a quand même tous ces sujets-là. Il y a chacun qui se positionne et on voit un petit peu les vrais visages, parce que le RN qui est en train de se vendre comme un parti super libéral, en fait, il est hyper ambivalent. D'un côté, il est social, de l'autre côté, il est libéral. D'un côté, il vote des impôts, de l'autre côté, il veut séduire les entreprises. Enfin, c'est n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête. Moi, je trouve qu'on les confronte pas assez à cette réalité. Ils essaient de se débrouiller pour en sortir vainqueurs. Moi, je suis pas sûre qu'à la fin du fin, si on regarde dans les détails, après, certains électeurs regardent même pas dans les détails, mais voilà, je trouve que voilà, ça discute, ça prend position. C'est comme une espèce de répétition du compromis et une répétition de 2027, la présidentielle, avec chacun qui affermit un petit peu ses arguments et tout ça. Et dessous, c'est des choix de société qui sont derrière tout ça. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on rogne sur les dépenses? Quelles dépenses? Comment on s'y prend pour récupérer un peu d'argent si on tient notre modèle social, notamment les retraites? C'est tout ça, en fait, qu'on pose comme question. Et c'est super important. Moi, je trouve que c'est pas... Alors, évidemment, ça crie, ça râle, ça joue dans son camp, ça fanfaronne. Mais ça, c'est le jeu politique aussi. Et derrière, je trouve qu'il y a des choix. Bah oui, parce qu'en plus, tu dis, il faut du temps. Mais on n'en a pas de temps parce qu'il faut. Après, moi, j'en ai un peu marre qu'on dramatise le truc de dire... voilà, si ça va pas, puis on peut pas faire dissolution parce que ça... En fait, je pense que la France, elle a des institutions, je suis pas spécialiste, mais assez solides. L'année dernière, on nous a fait tout un sketch en disant s'il n'y a pas de budget, les fonctionnaires ne sont pas payés, on va pas pouvoir lever les impôts et tout. Bon, ça va, quoi. On n'est pas... on peut arriver à s'organiser, même sur des questions qui sont pas tranchées, parce qu'on n'a jamais été face à ces questions. Je crois qu'on a suffisamment quand même d'intelligence et de cerveau pour trouver des solutions, surtout si c'est pour l'intérêt de notre pays, quoi. On va pas se tirer une balle dans le pied alors que la situation, elle est déjà assez complexe. Mais voilà, je trouve que dans tout ce marasme, il y a plein de choses qui sont quand même assez positives, même si c'est éprouvant, même si parfois c'est un peu désespérant. Moi, je trouve qu'il y a des choses quand même qui émergent, qui n'émergeaient pas avant. 17h59 passé de 58 secondes. J'ai là une petite question à vous poser, mais non, c'est vraiment l'heure. Mais donc c'est l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite, Dorian Dreuil. Du mot de la suite, moi je suis tombé dans un petit pessimisme institutionnel récemment à la faveur des débats. Moi je pense qu'il par les temps Guigourt. Non, je pense qu'au-delà des questions du budget, au-delà des questions de qu'est-ce qui va se passer le 31 décembre ou dans les semaines qui viennent, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ou en tout cas, il faut que la classe politique n'y tombe pas. C'est de s'éloigner de ce moment de démocratie parlementaire, de s'éloigner de ce moment de ce débat pour revenir dans cette obsession toxique de l'élection présidentielle. En alignant un discours derrière, de dire tout ce qui se passe à l'Assemblée, c'est de la tambouille, je m'en lave les mains et ça ne m'intéresse pas et ça n'est que de la corde d'appareil. Le vrai sujet, c'est l'élection présidentielle.
à trop déployer ce discours-là, on va petit à petit fabriquer la tentation autocratique et fabriquer la tentation autoritaire. C'est-à-dire, on prend le risque de laisser penser que la démocratie parlementaire ne fonctionne pas, que les questions de débat budgétaire et tout ce à quoi on assiste et la configuration dans laquelle on est depuis 1 an et demi ne fonctionne pas, et donc peut-être mieux vaut centraliser les pouvoirs ou concentrer les pouvoirs. C'est aussi le jeu et ce que porte l'extrême droite, notamment dans son héritage et dans son ADN philosophique ou d'idées politiques. Il y a toujours eu cette tentation césariste des institutions. Donc je pense qu'on est dans un moment où il ne faut pas penser que dans les jours qui viennent et les semaines qui arrivent, mais aussi de qu'est-ce qui prépare et va cadrer l'opinion en termes de démocratie à un moment où il y a 8 Français sur 10 qui considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien dans notre pays. Je pense que ça doit être aussi un curseur à intégrer, pour le personnel politique, de ne pas oublier qu'on vit et que la société vit dans un moment de ce que moi j'appelle la démo-anxiété, c'est-à-dire vraiment ce sentiment que nos institutions ne fonctionnent pas. Attention à ne pas créer des prophéties autoréalisatrices qui amèneraient à penser qu'effectivement nos institutions ne peuvent pas fonctionner, alors que le cadre institutionnel permet aux politiques de s'adapter à peu près tout, y compris la configuration dans laquelle on est. Merci Dorian Dreux, Émile Zabaski. Oui, le mot de la fin, le mot de la suite. Oui. Moi je dirais qu'il faut dédramatiser sur ce budget parce qu'il faut passer le cap. Il faut passer le cap parce qu'il y a plein de choses à décider. On parlait de la décentralisation, mais il y a plein de lois qui sont restées dans les cartons. Fin de vie, agriculture, enfin il y a plein de choses à faire. Donc il faut un peu dédramatiser, avancer, être un peu constructif. Ça plaide un peu pour ce que dit Le Cornu au Sénat, essayer, voilà, et que les partis glissent un peu, ils ont leur symbole, ils ont leur tréfait symbole et qu'ils y aillent, quoi. 18h02, 41 secondes. Merci Émilie Zabalski, merci Dorian Dreux. Dans le chat, vous restez avec nous. On fait une très courte pause. En fait, on va faire une pause de quelques minutes quand même. On va parler d'Afrique. D'Afrique au singulier, mais surtout d'Afrique au pluriel. L'Afrique, les Afriques qui, ici, à la Gueule de Bois, après l'illusion des urnes et le retour de régimes autoritaires et qui voient ailleurs ses destins contrariés par des poussées djihadistes. Ce sera jusque 19h. Rendez-vous dans 2, 3, 4 minutes. Le temps d'accueillir nos 2 prochains invités. Vous restez ici. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Merci. 18h07, passé de 2 secondes. Merci d'avoir patienté ces quelques minutes. Je vois que vous êtes toujours aussi nombreux. Le premier thème vous a visiblement beaucoup intéressé. Et visiblement, le deuxième semble vous intéresser aussi. C'est une très bonne nouvelle pour nous, pour vous et pour moi. Merci d'avoir patienté. On quitte la France, Paris, Matignon, la tombe de M. Proudhon, celle de M. de Tocqueville, pour aller poser nos bagages en Tanzanie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Nous partons en Afrique, où les armes parfois se sont imposées contre les urnes, où les poussées djihadistes contrarient les ambitions économiques. Nous partons en Afrique, ou dans les Afriques, au pluriel, un continent frontière d'1,4 milliard d'habitants, composé de 54 pays et qui certainement mérite un judicieux pluriel. Bonsoir, il est 18h passé de semaine, on peut dire bonsoir. Bonsoir Sadi Kaba. Bonsoir. Sadi, vous êtes journaliste, écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Et effectivement, j'avais déjà eu le plaisir de vous avoir alors que nous parlions du Maroc, donc re-bienvenue chez vous. Merci beaucoup. À vos côtés, salut Nathanaël Charbonnier, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Tu es spécialiste, entre autres, parce que tu es spécialiste de plein d'autres choses, de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Oui, c'est des régions que j'aime bien et que je connais le mieux, mais l'Afrique, c'est grand. Justement, alors en préambule, pour qu'on définisse bien ce dont on va parler pendant 1 heure, parce que le thème est large, et c'est un peu ambitieux de parler des Afriques ou de l'Afrique pendant 1 heure, c'est au moins notre ambition. Est-ce qu'il est pertinent de parler d'Afrique comme on parlerait d'Europe ? Est-ce qu'il est pertinent de parler d'Afrique au singulier ? Est-ce qu'il ne faut donc pas plutôt parler d'Afrique au pluriel ? Nathanaël. C'est comme vous avez 2 heures. On a 2 heures. Non, mais si on prend de la comparaison, vous prenez un Espagnol ou un Portugais et vous allez chercher un Lituanien. Franchement, quelle est la cohérence entre les deux ? Quelles sont les choses communes, les choses qui ne sont pas communes ? C'est pareil en Afrique, en fait. Si vous allez en Afrique de l'Ouest et que vous arrivez au Sénégal ou Côte d'Ivoire et qu'on vous dit bonne arrivée, vous êtes en terrain francophone. Si vous allez au Kenya, on vous accueille avec un parapluie très à l'anglo-saxonne, en fait, avec des mentalités qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc oui, évidemment. Et puis, je passe le Maghreb. Et après, l'Afrique vraiment du Sud, je connais moins. Mais si vous allez au Maghreb, évidemment, vous n'avez pas le même genre de relations. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes problématiques, ce ne sont pas les mêmes coutumes, les mêmes habitudes. Il y a autant d'Afrique qu'il y a de pays en Afrique.
Enfin, c'est mon avis. Mais bon. Non, c'est tout à fait exact. Il y a plusieurs réalités. L'Afrique est très diverse, très diversifiée. Les réalités du Seychelles ne sont pas celles du Mali. Les réalités de l'Afrique du Sud ne sont pas celles du Tchad. Dans un pays où il y a moins de 20% qui ont accès à l'électricité, d'autres pays où c'est 80%. Donc, il y a beaucoup de réalités sur le plan du développement économique, sur le plan des réalités sociales, sur le plan des avancées politiques. Oui, on a raison de parler de les Afriques au lieu de... Parce que la globalisation, en fait, elle ne révèle pas les angles morts des réalités. Il y a des parties, donc si on globalise comme ça, on passe à côté de la réalité. L'Afrique en tant qu'entité géographique, c'est un continent, mais à l'intérieur de l'Afrique, il y a 54 pays avec des réalités différentes, avec aussi la répartition, puisqu'on sait qu'il y a 5 grandes régions géographiques, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique australe. Donc les réalités peuvent être différentes d'une région à une autre et à l'intérieur même d'une région. C'est pour ça qu'il est plus judicieux de parler de les Afriques plutôt que de l'Afrique de façon globalisante. Et je pourrais même ajouter un petit détail. Il y a un mouvement en ce moment qui vise à faire que l'Afrique sur les cartes, les maps mondes, soit la taille réelle de ce qu'elle devrait être. Elle serait plus grande. Elle serait beaucoup plus grande. C'est un continent, mais gigantesque. Ce sont des milliers et des milliers de kilomètres qu'il faut parcourir pour aller d'un côté à l'autre. Et c'est vrai que les Européens, les Occidentaux, pour mettre en valeur leur continent à eux, ont rétréci l'Afrique. Et il y a un mouvement qui vise à dire, s'il vous plaît, remettez l'Afrique à son échelle réelle et vous verrez que c'est pas un petit continent. L'Afrique, c'est immense, c'est gigantesque. Alors ramener à l'échelle, donc ça ferait un continent plus gros comment ? Non, il y a le découpage qui a été fait à une époque où l'Afrique n'avait pas droit au chapitre et beaucoup de parties ont presque été amputées. Je me permets de vous couper. Il y a Dean dans le chat qui dit on peut peut-être aussi souligner l'importance du rôle colonialiste de la France dans l'histoire de certains pays d'Afrique, notamment le Cameroun. Le fait même que certaines frontières africaines étaient tracées par les coloniaux européens au 19e siècle aussi. Pardon, c'est dit. Oui, au-delà de la France, le découpage en Afrique est très artificiel. Quand vous passez, un ami gambien me disait que entre la Gambie et le Sénégal, quand il y a une rue seulement qui se passe des villages. Quand les impôts du Sénégal viennent, les gens traversent pour aller se réfugier en Gambie. Le temps que les services des impôts repartent, ils reviennent. Donc, vice-versa, quand il y a eu la conférence de Berlin, il y a eu des tracés. Les tracés des pays africains sont complètement artificiels. Vous vous retrouvez aujourd'hui avec des tracés qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Les gens disent même, pour caricaturer un peu, qu'il y a des gens qui sont au Niger, qui ont leur champ au Nigeria, ou des gens qui sont dans tel pays et qui ont leurs toilettes dans l'autre pays, etc., pour montrer justement le caractère très artificiel du découpage qui a été fait et qui ne correspond pas aujourd'hui aux réalités africaines. Ça, c'est vrai. On peut prendre un autre exemple, c'est le Burkina Faso. Vous avez les Mossi, qui sont majoritaires au Burkina Faso, mais vous en trouvez aussi au Togo, vous en trouvez au Niger d'ailleurs. Vous en trouvez un petit peu dans toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Et si on prenait le Burkina Faso réel, avec uniquement cette particularité des Mossi, et le pays n'aurait pas du tout la même forme que ce qu'il a aujourd'hui. Donc c'est vrai que les frontières ont été tracées au 19e siècle. Et ce qu'on peut aussi ajouter quand même, c'est que ça a été fait à la hache avec les Occidentaux, mais aussi parfois à l'initiative des Africains qui eux-mêmes avaient des intérêts locaux à défendre et qui ont fait que les Occidentaux, qui ne connaissaient pas forcément non plus toujours ces régions, se sont mis à plaider d'une certaine façon pour que la frontière passe plutôt ici que là. Je pense pas que non, c'est ça. Non, en réalité, quand l'Afrique a accédé à l'indépendance à partir des années 60 et qu'il y a eu la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'idée a été de geler les frontières telles qu'elles sont. Personne ne s'est engagé dans une démarche de redessiner les frontières. On parle du Burkina Faso. À l'époque, le Burkina, c'était la Haute-Volta et la Basse-Volta. La Côte d'Ivoire et le Burkina étaient presque le même pays. Un pays s'appelle la Haute-Volta, l'autre la Basse-Volta. La Volta est un cours d'eau. Mais les Africains avaient choisi la solution du moindre mal. En 1964, en 1963, le 24 mai 1963, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est l'ancêtre de l'Union africaine aujourd'hui, le choix a été fait de geler
les frontières irréalistes parce qu'on ne voulait pas entrer dans une guerre de territoire qui serait, qui allait plomber le développement et qui allait créer. Donc, on a choisi cela. Et on se retrouve aujourd'hui à gérer cette situation. Le débat est un peu tabou, mais il commence à émerger. Les gens se disent, puisque les frontières ne correspondent pas à nos réalités sociales, à nos réalités pourquoi on ne les économiques, change pas? est-ce qu'il ne faut pas les changer? Les gens se disent, il y a plus d'inconvénients à les changer qu'à les garder aujourd'hui, à se satisfaire d'une situation qui n'est pas confortable. Alors, on peut aussi ajouter que ça a une incidence politique. Parce que, évidemment, moi j'ai des Mossis qui m'ont dit, mais jamais on ne votera pour une autre ethnie à la tête du pays. Donc, je pense que les Africains ont aussi ce débat-là à avoir, à savoir jusqu'où on va dans la défense de sa communauté. Et est-ce qu'un jour ou l'autre, on ne devrait pas peut-être dépasser cette façon de faire, cette façon de voir le pays, d'arriver à dépasser le problème ethnique qui est vraiment un problème important en Afrique. Alors pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays. Et puis on parlait des problèmes de frontières. Dernièrement, alors là on repasse un petit peu plus haut, Maroc, Algérie et le Front Polisario, et où là c'est pas réglé. On voit bien que les problèmes des frontières, il est un petit peu partout sur le continent. Oui, la question ethnique est une question importante pour les pays africains. La construction des États-nations, le sentiment d'appartenir à une nation n'est pas souvent évident dans certains pays par rapport au sentiment d'appartenir à une ethnie ou à une communauté. Et je crois que malgré l'avènement du multipartisme et la démocratisation, le travail n'a pas été fait par les partis politiques qui se sont construits, qui ont profité. Je suis de l'ethnie Hausa au Nigeria, par exemple. On sait qu'on est majoritaire, donc on n'a pas développer la conscience nationale pour que les Yoruba votent pour un candidat Hausa ou que les Hausa votent pour un candidat Yoruba. Et on se retrouvait dans ce piège-là. Et ce travail reste aujourd'hui encore à faire pour éviter que lorsqu'il y a des scrutins, qu'ils soient locaux, nationaux ou même une élection présidentielle, que les gens votent plus pour leur ethnie que pour le programme. On se retrouve encore avec ce piège. Mais ce travail doit être fait, à mon avis, dans la construction des États africains. Il reste encore du chemin. Et on peut ajouter encore deux petites choses. La première, si on prend le Sahel, c'est qu'il y a quand même aussi des frontières qui sont illusions. Ce sont des peuples, on parle des Touaregs, mais on peut parler des Touaregs, pardon, mais on peut parler des Peuls. Ce sont des populations qui bougent énormément. Et franchement, c'était pas la frontière qui faisait qu'ils allaient à droite ou à gauche. Ce sont les puits d'eau, ce sont les caravanes commerçantes qui fait qu'on allait dans telle direction et qu'on passait par tel endroit et tel endroit. Et notamment les puits d'eau qui sont quand même le repère essentiel quand on traverse le désert. Oui, il y a des pays où, on a travaillé là-dessus, où le taux d'identification, c'est-à-dire la détention d'une carte nationale ou d'un passeport, est de moins de 15%. Parce que les gens ne voient pas l'intérêt. Et pour eux, tant qu'ils peuvent bouger sur les territoires pour aller trouver leur pâturage, pour aller trouver leur point d'eau, ils n'ont pas besoin de carte d'identité. C'est même surprenant pour eux qu'à la frontière, quelqu'un leur dise où est votre candidat. Non, nous appartenons à cet espace et pour nous, on n'a pas besoin de carte d'identité, justement parce que pour eux, les frontières sont totalement illusoires, ce qui les intéresse. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des communautés qui ont été évoquées comme les Touaregs, les Peuls ou même d'autres communautés pastorales, avec des transhumances, des gens qui font de la transhumance du Niger jusqu'au nord du Togo ou même du Niger jusqu'en Centrafrique, sans aucune considération. Pour eux, les frontières n'ont aucun sens et la détention d'une pièce d'identité pour s'identifier n'a pas d'importance. Ouais, sans compter qu'il faut parfois des jours ou des semaines pour relier un village quand on est dans des zones complètement isolées. Et il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas déclarés ou qui sont déclarés vraiment très très tard, voire des fois pas la même année. Alors peut-être de moins en moins, mais ce que je dis a été vrai pendant des dizaines d'années où l'inscription sur l'état civil, il faut avoir conscience, et ça c'est valable sur toute la planète, c'est que pendant des dizaines d'années, ce sont les Occidentaux qui ont donné les critères sur lesquels on allait s'appuyer pour être reconnu. C'est valable à l'ONU, c'est valable pour plein d'organismes internationaux. Les Tibétains, alors c'est vraiment la parenthèse, mais en souffrent, puisque à une époque où ils auraient dû se faire reconnaître, ils ne se sont pas fait reconnaître, et une fois que la porte s'est fermée, c'est trop tard. Donc tout ça pour dire que les Occidentaux ont
mis en place des critères qui ne sont pas forcément que mauvais. Il y a des fois où c'était très bien d'avoir certains critères, d'avoir certaines règles de communauté. Donc tout n'est pas acheté, tout n'est pas bon, mais il faut avoir ça en tête, c'est que c'est une vision très occidentale qu'on a essayé d'appliquer à l'Afrique et que l'Afrique, à sa façon, s'est rebellée à certains endroits où n'a pas joué le jeu sur certains points avant d'y adhérer plus tard sur d'autres. Je pense que nous avons balisé les contours du thème qui va nous préoccuper, nous intéresser en tout cas encore pendant 30-40 bonnes minutes. Je parlais tout à l'heure des dérives autoritaires. Alors c'est pas propre à l'Afrique, mais en tout cas pour revenir à l'actualité, c'est pas nouveau non plus sur le continent africain. Si on regarde les dernières élections, par exemple au Cameroun, par exemple, on a Paul Biya qui prête serment pour un 8e mandat sur fond de tension post-électorale, des élections contestées. En Tanzanie, une présidente qui investit malgré les violences lors de l'élection, des arrestations, des centaines de morts. Est-ce que la contestation est plus forte qu'avant? Pourquoi? L'illusion des urnes s'est terminée, il y a un réveil? Ou bien il y a une dérive autoritaire qui finalement devient acceptable ou qui s'installe? Oui, je crois que c'est une question, c'est un programme. Encore une fois, ma question est très générale, mais absolument, c'est intéressant de voir, pour moi, de regarder un peu la trajectoire de la démocratie un peu en Afrique. Lorsqu'il y a eu l'accession à l'indépendance dans les années 60, il y a eu la période des pères fondateurs avec des partis uniques. Et puis, à partir de 63, déjà, le premier coup d'État a eu lieu en 67, et puis 68, le coup d'État au Mali, 74, le coup d'État au Niger. Il y a eu une période de reflux de la démocratie, d'apprentissage, d'hésitation. Et puis, dans les années 90, après le discours de Labolle et les conditions intérieures, le discours de Labolle qui a été prononcé par le président Mitterrand qui avait dit à l'époque que la France allait conditionner son aide au développement par rapport à l'évolution démocratique des pays. En tout cas, dans les pays francophones, il y a eu une vague avec la période de conférence nationale, la CENI, l'organisation des élections au Bénin, au Congo, etc., au Niger. Et puis, dans les années 90-2000, et puis on s'est retrouvé avec le reflux qu'on a connu, les modifications constitutionnelles. On parle plus de coups d'État, mais il y a des chefs d'État africains qui ont modifié la Constitution, qui ont fait ce que les gens appellent le coup d'État constitutionnel pour rester, qui ont sauté le verrou de la limitation de mandat. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette situation, malheureusement, avec ces modifications constitutionnelles et une volonté de confiscation du pouvoir. On a parlé de Paul Biya, qui a 92 ans, qui est président depuis 43 ans. On a parlé... On peut parler d'autres. Oui, on peut parler d'autres qui ont moins que lui, mais qui sont restés au pouvoir aussi longtemps. Et puis la présidente de Tanzanie, qui vient de se faire élire dans des conditions, on parle de entre 800 et 2000 morts pour qu'elle puisse rester au pouvoir, qui a très rapidement proclamé le résultat et qui s'est fait investir présidente. Donc il y a aujourd'hui, à mon avis, un reflux de la démocratie par rapport à la période qu'on a connue dans les années 90-2000. Mais l'espoir, c'est que les gens continuent de se battre, les gens croient à la démocratie, y compris au Sahel, où il y a des régimes militaires qui se sont installés. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison, d'autres qui sont en exil, mais qui continuent à se battre. Et je crois que c'est ce talent-là, cette résilience que l'on trouve doit être encouragée. Et il faut qu'on retrouve la démocratie, parce que si on regarde un peu la situation de l'Afrique, la période où l'Afrique a le plus avancé, ce sont des périodes démocratiques. Donc, on a besoin de démocratie. Non, mais il y a un problème aussi d'argent. On dit souvent follow the money, il faut suivre l'argent. Et c'est vrai que les pays occidentaux n'ont pas toujours aidé les Africains à prendre en charge. Permets-moi de te couper. Il y a Roger Soleil dans le chat qui disait la dérive autoritaire, est-ce que ça vient pas de nulle part finalement, mais bien de l'influence et l'ingérence de la France et de l'Occident. Et on appelle ça le néocolonialisme. Est-ce que c'est l'héritage de tout cela? Je ne sais pas, c'est compliqué de tout mettre soit sur le dos de l'un, soit sur le dos de l'autre. Je crois que ce sont des deux parties et il y a des moments où ça nous intéresse, nous, d'avancer dans une telle direction et l'autre partie, il va aussi parce qu'il y a des intérêts. Donc on ne peut pas dire c'est tout la faute à l'un, c'est tout la faute à l'autre. Il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, si j'ai 2 minutes, je peux vous raconter quelque chose sur le Burkina que je connais bien. Vous avez à l'époque, avant que la junte arrive, vous aviez un président élu, c'était le cas sur ces 10 dernières années, et vous avez donc un système démocratique qui était mis en place. Mais tous les vendredis matins, à 8h, à 9h du matin, dans le centre de Ouagadougou, vous avez les chefs coutumiers qui se rassemblent et qui viennent faire une sorte de parade sur l'histoire d'un roi qui déclare la guerre, puis ne la déclare pas. Enfin, il y a tout un jeu comme ça, très traditionnel, qui se passe au
plein cœur de Ouagadougou. Vous n'avez pas le droit de prendre de photos, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Et autour de ce chef coutumier, de cette petite parade, cette petite rassemblement traditionnel, en fait, il se passe beaucoup de choses. Il se passe autant de choses que des fois au sein du gouvernement quand il va travailler, je ne sais pas quel jour du Conseil des ministres au Burkina Faso. Ce que je veux dire par là... Il se passe quoi, par exemple non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les chefs coutumiers sont là, et quand il y a des problèmes, ça permet de résoudre certains problèmes sans passer forcément par l'outil démocratique que nous, on connaît ici en France. C'est un autre système qui a une puissance énorme, qui vient vivre avec le second, qui est la démocratie, et le fait qu'il y a un président de la République, des ministres, etc. Mais il y a aussi ces chefs coutumiers qui existent et qui ont un rôle énorme. Et certains problèmes de la nation trouvent leur solution dans ces rassemblements coutumiers autant que dans les rassemblements politiques. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a les légitimités traditionnelles et religieuses que l'on connaît. Par exemple, il y a à Gao, dans le contexte actuel de crise au Sahel, ce qu'on appelle le collège de Gao. Le collège de Gao, c'est un rassemblement de chefs traditionnels qui se réunissent chaque semaine chez un d'entre eux pour délibérer sur les questions en instance, c'est-à-dire même sur les conflits qu'il y a ou anticiper même sur les conflits. Ils délibèrent, ils décident, ils accompagnent et la population suit. Donc il y a ces mécanismes traditionnels, à mon avis, qu'on aurait pu capitaliser. Et l'erreur a été peut-être de les avoir évacués parce que les nouveaux élus locaux, que ce soit au conseil municipal, au conseil départemental, se sont souvent mis en conflit avec ces autorités. Disant que nous, on a une légitimité démocratique, on vient des urnes, et on n'a pas su construire, on n'a pas su faire cet attelage-là qui aurait pu avoir sa qualité. Et je pense que ça, c'est des choses que l'on regarde aujourd'hui. Ce sont des soupapes, hein, ce sont vraiment des soupapes de cohésion sociale au moment où, par exemple, les groupes djihadistes essaient d'opposer les communautés les unes aux autres. Ce mécanisme de légitimité traditionnelle est quelque chose de très innovant. Et je peux vous dire que les Burkinabés, quand on leur parle des chefs coutumiers, ils ont autant de respect dans le regard pour les chefs coutumiers que pour les politiques qui les dirigent. Donc c'est dire que c'est encore très présent, y compris dans le quotidien, dans la vie, dans ce qui fait la vie des Burkinabés. Et en effet, je pense que cette façon de penser, cette façon de faire, on la retrouve dans différents pays africains avec d'autres rassemblements sur d'autres communautés. Mais l'esprit est là. L'esprit est là. Et en fait, c'est comme aussi, moi, ça m'a donné, parce que j'étais aussi au Sénégal, c'est beaucoup, vous savez, les masques africains. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est à creuser sur ça, à savoir qu'en Afrique, on a des masques comme ça qu'on se met au-dessus du visage. Ça ne veut pas dire que c'est pour se cacher, ça veut pas dire... mais on sait avancer avec plusieurs visages l'un derrière l'autre d'une certaine façon. Comment les nouvelles générations d'électeurs influencent-elles les dynamiques politiques sur le continent ? Là, il y a une... Non, c'est absolument... C'est un continent jeune. Oui, et je crois que c'est ça l'espoir de l'Afrique. On l'a vu, on a vu une génération contestée aussi, contestataire. Oui, il y a une volonté quand même, lorsqu'on voit aujourd'hui toute la génération 2.0, le dynamisme qu'il y a. J'ai un pays africain que je ne citerai pas, parce que je vais y retourner un jour, le pays les gens avaient suspendu Internet. Mais les jeunes ont trouvé le moyen avec le VPN de continuer à avoir accès à Internet pour pouvoir se connecter, pour pouvoir être en contact avec les réalités. Donc il y a aujourd'hui un dynamisme qui est très révélateur de la situation du continent et qui, moi, me donne espoir. Je vais donner un exemple précis. Lorsque de l'influence justement de ces jeunes sur la politique. Vous savez, en novembre 2019, le président Macron avait dit à Bruxelles, en marge d'un sommet de l'Union européenne, oui, je vais réunir les pays du G5 Sahel à Paris. Et voilà, donc, alors que les chefs d'État africains du G5 n'avaient pas été préalablement informés, ont appris cette annonce-là comme tout le monde à la radio. Mais c'est la jeunesse africaine qui s'est mobilisée à l'époque pour dire « Vous n'êtes pas de sous-préfet, vous n'y allez pas ». Alors que certains chefs d'État étaient prêts à venir, ils se sont repliés parce qu'il y a eu cette pression de la jeunesse à travers les réseaux sociaux qui a influencé leurs décisions. Ça, c'est un phénomène nouveau. Avant, on pouvait, justement, dans le cadre de ce que les gens appelaient la France-Afrique, faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le dynamisme de la jeunesse fait que beaucoup de choses ne peuvent pas se faire. J'ai le souvenir du président Tandja, qui à l'époque disait, dans une négociation avec Areva,
Même si moi, j'accepte aujourd'hui de vous donner le permis minier, mais les jeunes qui sont là, je ne peux pas les affronter. Donc, il y a aujourd'hui un dynamisme de la jeunesse avec les réseaux sociaux, avec la modernisation, avec la politisation, entre guillemets, dans le sens positif, qui fait que ces jeunes ont une certaine influence sur le choix démocratique, sur la vie politique de leur pays. Suffisante pour s'opposer à des poussées djihadistes, par exemple pour faire une transition. Non, mais alors là c'est le côté peut-être plus sombre de ce qui vient d'être évoqué. C'est que si on prend le Sahel, il y a des zones entières où les enfants ne sont pas allés à l'école depuis 10 ans. Donc ce sont des enfants qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et le seul outil de communication reste donc le téléphone. Avec là une sorte d'éducation uniquement par l'image et le son, et avec la désinformation qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc là, on entre dans une partie qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas ce que vont donner ces jeunes qui auront été privés d'école quasiment toute leur vie et qui auront grandi uniquement avec les réseaux sociaux et avec le téléphone portable. Parce que ça, c'est aussi l'une des choses qu'on peut signaler en Afrique, c'est qu'il n'y a pas eu le téléphone filaire. On est passé de pas grand-chose au téléphone portable avec des émetteurs qui sont très puissants et de nombreux enfants ne sont pas et ne vont pas à l'école, ne savent pas lire, et ça c'est un vrai problème pour maintenant et les années à venir. On ne sait pas ce que ça va donner. Oui, c'est absolument. Je crois que souvent lorsqu'on parle du terrorisme en Afrique, de la question djihadiste, on oublie toute la dimension scolarisation. Pour moi, le mal le plus grand, quand l'heure du bilan viendra, c'est celui de l'école. Il y a dans des pays du Sahel aujourd'hui, 23%, 20%, 19% d'écoles qui sont fermées du fait de la menace terroriste et en raison de la progression géographique de la menace, puisque la menace progresse sur le plan géographique dans les pays du Sahel, mais déborde même les pays du Sahel pour arriver maintenant dans les pays du Golfe de Guinée, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo ou la Côte d'Ivoire. Donc cette poussée de la menace djihadiste a fait que une des cibles privilégiées des djihadistes, c'est l'école. Ils se disent que c'est l'école occidentale qui a créé tout le mal qu'il y a. Par exemple, un mouvement comme Boko Haram veut dire en Hausa, l'école est un péché. Donc, ils ont surfé là-dessus. Ils ont fait en sorte qu'une bonne génération de jeunes Africains, en tout cas du Sahel, ne sont pas allés à l'école et vont devenir demain, eux-mêmes, c'est une sorte de bombe à retardement. Puisque les djihadistes, en faisant en sorte que ces gens n'aillent pas à l'école, leur enlèvent toute perspective et les rendent recrutables par eux-mêmes. Beaucoup de jeunes adhèrent dans le mouvement djihadiste, non pas parce qu'ils adhèrent à l'idéologie djihadiste ou à l'idéologie religieuse, mais parce qu'il n'y a aucune perspective. Pour eux, le djihadiste, un jeune disait que dans un livre qu'on avait écrit sur le Boko Haram, Voyage au cœur de Boko Haram, un jeune disait, moi c'est Boko Haram qui m'a donné mon premier emploi. Parce que pour lui, il n'y a pas autre perspective que d'aller travailler pour Boko Haram. Et ça, je crois que la destruction de l'école, c'est pour moi le mal le plus grand que les groupes djihadistes ont fait au pays du Sahel et aux pays africains. Et on peut ajouter qu'il y a l'école dans sa globalité, et puis après vous avez les filles. Et là vous avez encore un autre problème qui vient s'ajouter, parce que les filles sont les premières à arrêter l'école, pour plein de raisons. Si vous allez me dire on s'éloigne du problème du djihadisme, oui et non, mais si vous allez complètement à l'est dans le Somaliland, où je me suis rendu une fois, qui est touché par des sécheresses, par des invasions de criquets, dès qu'on a besoin de main d'œuvre, ce sont les filles en premier qui sont réquisitionnées et qui arrêtent l'école. Ça entraîne une pauvreté, ça entraîne aussi des vrais problèmes de société, et les petites filles sont encore plus déscolarisés que les garçons qui le sont déjà plus beaucoup, ou pas du tout. Oui, il y a un autre phénomène qui est lié à celui-là, c'est aussi la question de la démographie. Je regardais un peu dans le top, dans le podium mondial des pays qui ont la plus grande vitalité démographique. C'est deux pays africains, la Guinée équatoriale et le Tchad, plus le Yémen. C'est les deux. Donc, et cette dynamique, cette explosion démographique, elle est liée aussi à la déscolarisation des filles. Une fille qui ne va pas à l'école va se marier très tôt. Elle va se marier à 13 ans, 15 ans, et elle va faire 9 enfants. Donc, alors que si la fille part à l'école et qu'elle reste dans le champ scolaire, elle va se marier peut-être à 25 ans, elle va faire 2 ou 3 enfants. Donc, cette déscolarisation
a un impact aussi sur la question démographique. Et on n'arrive pas aujourd'hui à maîtriser la question démographique. Je sais qu'il y a un vrai débat, mais le problème de la question démographique, c'est que c'est aussi la structure de la population. On a vu dans beaucoup de pays africains, il y a plus de personnes à prendre en charge que des personnes qui peuvent les prendre en charge. Donc on se retrouve avec une situation où le peu que les gens ont est redistribué et il n'y a pas d'économie pour faire de la croissance, pour faire des investissements. La question que je vais vous poser dans un second temps, mais on peut la poser maintenant. La population de l'Afrique, elle était de 283 millions d'habitants en 1960. Elle est passée à 1,34 milliard en 2020. Elle pourrait encore doubler d'ici 2050. À un moment, on disait que c'était une chance. Finalement, c'est pas tant une chance que ça. Oui et non. C'est une chance si on considère que moyen constant. avoir de la main-d'œuvre, la population africaine est jeune. Mais en même temps, il faut éviter que cette science se transforme en bombe. Un pays du Sahel, par exemple, où il y a une croissance démographique de 4%, se retrouve à scolariser 900 000 enfants par an. Il lui faut des classes, il lui faut des tables bancs, et il n'a pas les moyens. Surtout dans le contexte aujourd'hui où certains pays consacrent 27% de leur budget aux dépenses sécuritaires et militaires, on se retrouve avec des risques si on ne maîtrise pas. Et une des méthodes, par exemple, qui est sur laquelle certains pays travaillent, comme le Niger, c'était de scolariser les filles, de garder les filles, y compris en créant des internats, parce que les filles souvent ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'accueil. Dès qu'elles font l'école primaire, s'il faut aller à 20 km pour faire le collège, elles ne peuvent pas y aller parce qu'il n'y a pas de lieu d'accueil. En construisant des internats, et parce que si on garde les filles le plus longtemps à l'école, ça peut avoir un impact sur la démographie. Et je crois que pendant longtemps, la question de la démographie a été une question taboue, mais de plus en plus, les gens voient et les gens pensent à comment faire pour qu'il y ait un dividende démographique. Que la démographie soit plus un avantage pour les pays africains et non une bombe à retardement qu'ils ne maîtriseront pas parce qu'ils ne seront pas capables de fournir du travail, de fournir de la scolarité. Et si on ne fournit pas du travail, je crois que pour faire le lien avec la situation sécuritaire, une des faiblesses de la réponse qu'on a aujourd'hui, c'est l'absence de solution pour le chômage des jeunes. Beaucoup de jeunes dans le Sahel, y compris des Peuls, y compris des Touaregs et d'autres, sont au chômage. Et le groupe djihadiste les recrute pour 50 000 CFA, qui est 80 €, pour moins de 100 €, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que ils sont dans les pays, il y a une augmentation, et les opportunités d'emploi n'ont pas suivi. On se retrouve avec ça-là. Et je crois que la question démographique est une question importante que l'Afrique doit aborder. Très importante. On peut ajouter aussi d'autres facteurs qui ne sont pas inintéressants. Je vais prendre l'exemple du Sénégal, où quand vous allez au Sénégal, dans certains quartiers, vous discutez avec certains Sénégalais qui vous disent « mais moi je suis français parce que je suis avant 1960 ». Et ils parlent français et vous pouvez échanger et comprendre et on peut discuter. Leurs enfants parlent déjà beaucoup moins français, beaucoup moins bien français. Et les petits-enfants qui sont arrivés après ne parlent plus du tout français. Donc la cassure avec déjà l'Occident, on peut dire qu'elle est actée maintenant. Les jeunes qui ont manifesté au moment où il y a eu des émeutes il y a quelques années, en 2021, ne parlaient plus français au moment. Et en plus, ils étaient retourner contre la France et les pays francophones où on servait de bouc émissaire sur tout ce qui allait pas. C'était aussi un outil politique de retourner cette jeunesse et d'utiliser cette jeunesse pour détruire les symboles occidentaux qui existaient au Sénégal. Donc si vous voulez, il y a plein de cassures comme ça qui vont apparaître et qui sont aussi pour l'avenir assez dangereuses parce que on se dit qu'est-ce que ça va donner ces enfants qui, alors, non pas qu'il faille passer par le français pour s'en sortir en Afrique, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a des cassures qui font que nous-mêmes, nous allons avoir de plus en plus de mal à comprendre cette jeunesse qui ne va plus pouvoir communiquer comme elle le faisait avant avec nous. C'est exact, oui, absolument. Il faut je crois qu'il y a un changement de paradigme à opérer. On va sans doute en parler dans les questions économiques. Pendant longtemps, nous, par exemple, quand on a fait des études, on était dans le schéma de devenir fonctionnaire, l'État va nous recruter, voilà. Il était même arrivé avant les programmes d'ajustement structurel des années 80-90 que lorsque vous obtenez le bac, vous savez déjà pour quel ministère vous allez travailler à la fin de vos études. Et puis cet âge d'or a été
passé, ces 30 glorieuses pour nos pays sont passées, et on se retrouve avec des périodes où, quand vous revenez des études, vous avez un master en géographie, vous ne pouvez pas travailler de vos mains, vous avez un master en droit ou en histoire, etc. Vous vous retrouvez au chômage à boire du thé comme à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou. Donc il y a cette dimension, cet angle mort du secteur privé et des autres secteurs non étatiques qui auraient pu employer les jeunes, qui n'ont pas été valorisés, mais sur laquelle les gens travaillent, les gens commencent à comprendre qu'on n'étudie pas pour devenir fonctionnaire forcément. Et que fonctionnaire, tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire à la fin de ses études. Et ce travail-là est en train d'être fait, à mon avis. Il faut l'accélérer pour éviter que les jeunes soient laissés au bord de la rue. Et parce que si les jeunes sont laissés au bord de la rue, c'est clair qu'ils vont devenir recrutables par le groupe djihadiste. Alors, pour aller dans ce sens-là, et ça c'est un autre aspect qu'il faut aborder absolument, vous prenez le Mali, vous prenez le Burkina Faso, je pense que le Niger, on doit pas être loin, l'État, entre guillemets, ne contrôle que 40%, voire moins du territoire. Aujourd'hui, au Burkina Faso, vous ne pouvez pas rencontrer une personne dont un membre de la famille n'est pas mort ou n'a pas été déplacé. Donc tous ces facteurs-là entraînent évidemment des problématiques énormes et est un terrain aussi fertile pour le djihadisme. Il faut, encore une fois, vous ne pouvez plus aller dans 60% du territoire au Burkina Faso. C'est énorme. C'est comme si on ne pouvait plus aller dans 60% du territoire en France. Vous ne pouvez plus aller en Bretagne, vous ne pouvez plus aller en Corse, vous ne pouvez plus aller en Alsace, vous ne pouvez plus aller au pays. Enfin, c'est gigantesque. Et ce sont des populations entières qui vivent la guerre depuis maintenant plus de 10 ans. Et puis pas une guerre facile. Une guerre où vous avez à la fois les problèmes de climat, les problèmes de djihadisme, vous avez tout qui se conjugue et qui rendent la solution très très compliquée à gérer. C'est exact, oui, absolument. Et d'ailleurs, vous savez, traditionnellement, il y a l'urgence, il y a le développement, etc. Et aujourd'hui, en Afrique, au Sahel, par exemple, et dans d'autres parties, l'urgence est devenue durable. C'est-à-dire que l'urgence a pris tellement du temps qu'il faut inventer des solutions qui vont dans ce sens. Au Mali, si on part, même si on met le curseur à partir de l'intervention française de janvier 2013, nous sommes quand même en 2025. Ça veut dire qu'il y a plus de 12 ans que nous sommes dans cette situation d'urgence. Donc il faut inventer des solutions. Dans le cas du Burkina, où il y a maintenant presque 3 millions de déplacés internes, on ne peut pas faire de l'assistance à 3 millions de personnes. Surtout dans le contexte d'aujourd'hui où l'aide publique au développement est en train de diminuer considérablement. Par l'assistance, les États-Unis qui fournissent au moins 60% de l'aide humanitaire à travers l'USAID ont décidé de n'en plus fournir. Donc on se retrouve dans des situations où il faut inventer des mécanismes. Je sais qu'il y a des réflexions qui sont en cours. Dans le cas, par exemple, du sud-est du Niger où il y a Boko Haram, les gens ont dit, bon, il faut aider les réfugiés à s'installer durablement, à faire de la production vivrière, à faire de la production maraîchère pour qu'ils puissent se nourrir au lieu de rester dans l'assistanat. Donc il y a des réflexions comme ça qui sont engagées et je crois que tous les défis aujourd'hui, c'est qu'il faut l'urgence et le développement, il faut adapter ça et puis il faut réfléchir à la solution de sortir de cette urgence qui devient durable parce que si vous assistez quelqu'un pendant 10 ans, vous lui fournissez des choses gratuitement, il va considérer que toute sa vie, il va attendre de l'aide alors qu'il faut repenser à partir d'un certain nombre d'années que les gens se prennent en charge, qu'ils puissent faire de la production pour se nourrir et peut-être pour avoir des revenus, puisqu'il y a ce qu'on appelle des activités génératrices de revenus. Roger Soleil dans le chat, salut Roger Soleil, qui nous dit, très présent Roger Soleil ce soir, c'est très bien, salut, merci de continuer à nous suivre, qui nous dit, à vous entendre, ignorer que le djihadisme comme source de conflit en Afrique, c'est assez pauvre, trouve-t-il, comme grille d'analyse de mon point de vue. Alors, on peut peut-être poser la question autrement. Est-ce que la poussée djihadiste, est-ce que l'expansion djihadiste, est-ce que c'est le premier péril qui guette le continent? Ou c'est exagéré, c'est une anxiété très européenne? Ce que dit Roger est tout à fait exact. Si le djihadisme a pu prospérer, c'est parce qu'il a trouvé des facteurs endogènes qui ont permis qu'il prospère. La pauvreté des gens, la corruption des élites, l'absence de l'État. Quand vous prenez nos pays, nous avons hérité d'un système jacobin. Le Niger fait 1 200
87 000 km², et il y a des régions où il n'y a pas d'administration carrément. Et le découpage administratif peut que certains sont exclus carrément. Le Mali, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez administrer Kidal à partir de Bamako, 2000 km, est-ce qu'il ne faut pas faire la décentralisation? Vous savez, une des revendications des groupes irrédentistes Touareg, c'était qu'il y ait davantage de décentralisation. Donc, il y a dans ce qu'il dit une part de vérité. Si le djihadisme a pu prospérer aussi facilement, même s'il a été importé, s'il a pu prospérer, c'est parce que il y a des facteurs endogènes, c'est parce qu'il a trouvé un terrain favorable. La question, par exemple, du changement climatique et des ressources naturelles, on a parlé de la démographie. Le nombre de populations augmente, mais la terre cultivable n'augmente pas, le cours d'eau n'augmente pas, le pâturage n'augmente pas du fait du changement climatique. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui participent de l'explication des conflits qu'il y a en Afrique. Il n'y a pas que le djihadisme, et je suis d'accord avec Roger. Alors, deux petites précisions, je vais essayer de ne pas les oublier. La première, c'est sur, on parle de l'environnement et des cultures. Je me souviens que au Sénégal, je suis allé faire un reportage dans le cœur du Sénégal, et la personne que j'ai interviewée me disait, vous voyez, là, il y avait de l'herbe avant. Maintenant, c'est du sable. Et quand on est en Afrique, on pense qu'il y a du sable partout. Non, il y avait des endroits où on pouvait cultiver et où il y avait des légumes et des fruits qui poussaient. Et la désertification a avancé comme partout. Et puis l'autre chose, pour répondre un peu à Roger, pour lui dire que je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est vrai que là, on est parti sur un des aspects, mais il faut avoir conscience aussi que la notion du gentil et du méchant, avec des guillemets, elle est très compliquée à avoir. Je vais vous donner un exemple. Il y a une association qui s'appelle ACLED qui comptabilise les morts, notamment au Mali. Et j'avais fait le reportage avec eux il y a une époque. Vous preniez 100 morts au Mali. Il y avait 30 morts, on savait qu'ils étaient dus aux djihadistes. On les avait identifiés comme des personnes qui ont été tuées par des djihadistes. Il y avait une trentaine de personnes qui ont été tuées par les forces armées maliennes. Donc, et puis 30 personnes dont on ne sait pas. Donc, qui appartiennent. Donc, quand vous êtes monsieur tout le monde, dans un village un peu reculé, et que vous ne savez pas où le mal va arriver, où la mort va arriver, par qui la mort va arriver, la notion de il faut aller dans cette direction ou aller dans cette direction, elle est beaucoup plus compliquée à avoir. C'est beaucoup plus difficile de dire oui, il faut défendre les forces maliennes, oui, au Mali, les forces maliennes, ou les djihadistes qui aussi apportent, on le disait tout à l'heure, de l'argent, qui apportent des fois du travail, qui aussi protègent, tuent et protègent. Donc, si vous voulez, la frontière entre ce que nous, on considère comme bien et mal n'est pas du tout la même quand on est sur le terrain face à des vents qui sont totalement contraires et dont on ne sait pas vers quoi ils peuvent nous emmener. Oui, ça c'est une lecture à l'aune de nos propres anxiétés. C'est ça. Je pense qu'une des faiblesses, c'est aussi une des faiblesses. Je suis souvent interrogé dans les discussions sur mais voilà, pourquoi on n'arrive pas à enrayer la progression djihadiste. Les militaires sont venus au pouvoir avec la promesse qu'ils vont faire mieux que les civils. Mais il y a parmi les erreurs, je pense, qu'on commet, celle de considérer la population comme une partie du problème et non comme une partie de la solution. Et du coup, c'est les phénomènes qu'on a évoqués, la méfiance envers les forces de défense et de sécurité. Moi, j'étais presque traumatisé quand j'ai appris une fois à un colloque au Tchad que quelqu'un disait que nous, on a autant peur des djihadistes que des forces de sécurité régulières. Donc, il y a quelque chose qui a été rompu dans la confiance qu'il fallait construire avec les populations pour qu'elles soient une partie de la solution. Et si on ne réussit pas, je pense que ça va être un handicap même pour les prochaines années par rapport à la démarche qu'on fait. Il faut intégrer les populations dans la solution et ne le considérer comme des problèmes, même si par ailleurs il y a quelques individus qui sont de connivence avec les djihadistes, qui sont leurs fournisseurs, qui leur amènent de ça. Ça ne suffit pas pour autant pour qu'on se méfie de la population et qu'on la considère comme une partie du problème plutôt qu'une partie de la solution. On parlait un peu d'économie, il y a quelque chose qui est assez singulier sur le continent africain, c'est l'extrême fragmentation de ces économies avec un nombre très important de petites, voire de très très petites économies. Dans ce cadre, est-ce qu'on peut parler de modèles de croissance africains? Est-ce qu'il y a des modèles de croissance africains? C'est absurde de parler de modèles de croissance africains. Alors, je vais juste commencer, puis après, je ne suis pas le mieux placé, mais déjà, il faut comprendre qu'il y a plusieurs économies en Afrique, mais que l'économie principale, c'est ce qu'on appelle l'économie informelle.
quotidien, de tous les jours. Vous achetez une banane, vous achetez un fruit. Ça représente 60-70%, je crois, c'est énorme, en volume, énorme. je crois, à peu près. Ce qui explique qu'au moment du Covid, évidemment que vous ne pouviez pas boucler le pays comme on l'a fait dans les pays occidentaux, comme en France, où tout le monde est resté chez soi, parce que sinon les gens meurent de faim. Les gens mangent au quotidien. On n'a pas un salaire pour un mois, on a un salaire pour aller jusqu'au lendemain. Et donc ça, si vous voulez, ça change déjà considérablement la façon de parler de l'économie. Après, vous avez des grands flux économiques qui existent avec de l'argent qui arrive de l'étranger, du FMI, des Chinois, des Turcs, des fois. Enfin, ça, c'est autre chose et je vais laisser notre ami en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que le quotidien de beaucoup d'Africains, c'est un quotidien du quotidien. Enfin, c'est vraiment un quotidien du quotidien. Oui, c'est exact, absolument. Et les gens sont surpris souvent que les pays africains comme le Mali et le Niger ne se soient pas effondrés lorsque la CEDEAO a décidé de fermer les frontières, d'empêcher tout commerce, etc. Parce qu'il y a des économies informelles dynamiques, souvent portées par des petites mains qui peuvent être des femmes qui vendent des beignets au marché de Dakar, qui vendent des fruits et légumes qu'elles récupèrent et qui ramènent de l'argent qui permet de faire ce dynamisme pour certains pays. C'est un facteur de résilience de ces pays-là. 80% de l'économie est souvent informelle et ça produit de la richesse. Et cette richesse-là, elle est redistribuée au plus bas étage de la société et ça permet à la société de tenir. Maintenant, à côté, il y a des économies qui se sont développées. Par certains pays, les économies n'ont pas la même taille. Le Nigeria, c'est une économie incroyable, importante par rapport au Tchad ou au Niger. Mais je crois une des faiblesses des économies africaines, c'est aussi le fait qu'elles soient basées sur l'exportation des matières premières. Le pétrole, l'uranium, le colbart, l'or, etc., sans valeur ajoutée liée à la transformation. Et la chaîne de valeur, vous savez, on caricature souvent, le chocolat, le cacao, les deux premiers producteurs du monde sont africains, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais le chocolat est vendu ensuite en Belgique. C'est eux, ça représente 70 milliards de recettes, de dollars de recettes de la vente du chocolat, alors que le cacao, lui, ne représente pas grand-chose pour les paysans. Donc, cette absence de valeur ajoutée dans la transformation liée à l'industrialisation est un handicap pour l'économie africaine. Et je crois que de plus en plus de pays y pensent. Un pays comme la Côte d'Ivoire y travaille. Et il y a aussi la diversification aujourd'hui des économies. Comme disait quelqu'un, aujourd'hui, les chefs d'État africains, ils ont dans leur antichambre le monde entier. Et quand vous prenez un pays comme la Guinée sous le général Mamadou Doumbia, on voit que la Russie est là, la France est là, l'Angleterre, etc. Tous les pays du monde se bousculent. Et je crois qu'il faut que l'Afrique s'organise pour avoir une vraie influence parce qu'aujourd'hui, les économies africaines ne représentent pas grand-chose du commerce mondial. L'Afrique ne pèse pas grand-chose parce que justement, tout est pris pour être envoyé à l'extérieur. C'est le cas du coton. Lorsqu'il y a eu la crise du coton, parmi les pays producteurs africains, le pays qui a été le moins pénalisé, c'est l'Égypte. Parce que l'Égypte transforme le coton sur place avant de l'envoyer, alors que des pays comme le Mali, le Burkina et le Tchad, qui sont producteurs du coton, et le Bénin, exportent. Et dès que le cours s'est effondré sur le marché international, l'impact a été ressenti dans les économies africaines. Il y a deux choses que je voudrais ajouter. Il y a la corruption. C'est une réalité. Alors, ce n'est pas propre à l'Afrique, hein, la corruption, il y en a partout. Hein. Mais c'est aussi une réalité en Afrique. Et de corruption du quotidien aussi pour les petites personnes. Il faut toujours donner un petit billet pour pouvoir aller au coup d'après. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, on parlait tout à l'heure du regard occidental des choses. Vous prenez Dakar aujourd'hui. Les constructions à Dakar sont des immeubles avec des appartements, et les gens ont plus de contact les uns avec les autres. Et ça c'est pas l'Afrique. Alors ça peut le devenir, ça peut devenir. Ça fait longtemps qu'il y a des immeubles à Dakar. Ça fait longtemps qu'il y a des immeubles à Dakar, oui, mais à ce rythme-là, ça n'existait pas. On vivait en famille, on vivait en groupe. Et ça permettait justement à cette économie informelle d'exister parce que quand vous faisiez à manger aussi pour la grand-mère qui habitait juste là. Si vous avez des appartements à 3 pièces, vous ne mettez plus 25 personnes comme dans les anciennes maisons dans lesquelles les gens habitaient. Donc, cette nouvelle façon de voir, je ne dis pas qu'il ne faut pas la voir parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Tout le monde a envie d'avoir de l'eau chez soi, tout le monde a envie d'avoir... de ne pas vivre avec sa tante. On peut faire évoluer les choses. Simplement, c'est une fragilité dont on ne se rend pas compte, mais qui est capitale dans des pays qui ne sont pas encore tout à fait
fait pour vivre de cette façon-là. Ça peut le devenir, mais c'est à mon avis un vrai danger. Oui, la bulle immobilière, elle est un peu liée même souvent à la corruption. Souvent, on investit dans l'immobilier pour blanchir l'argent qu'on a volé. En réalité, il y a aujourd'hui à Dakar des appartements à 300 000 euros, à 400 000 euros. Un appartement. Ça prouve quand même... Quand le salaire, des fois, est 100 euros par mois. Ça prouve quand même, si vous prenez un quartier comme les Almadies à Dakar, voilà, c'est sûr que même pas le plateau, les Almadies, où le plateau étant devenu, maintenant, il ne peut pas faire d'extension, mais il y a des terrains à 100 000 euros, des terrains vierges. Parce que, bon, il y a une bulle immobilière qui est aussi liée à la corruption, qui est liée aux impacts. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus sur le continent. Mais je crois que il y a quand même beaucoup d'efforts du fait de l'existence de la société civile. On voit qu'il y a maintenant la justice financière qui se met en place. On essaie de tracer le flux. On essaie, par exemple, on parle beaucoup du Sénégal, mais vous avez vu, après le départ de Macky Sall, il y a quand même plusieurs ministres qui ont été mis en prison. Il y a des gens, on demande des comptes. Et ça, déjà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut renforcer, qu'il faut encourager pour que les gens justifient. Vous êtes un fonctionnaire, vous gagnez moins de 1500, moins d'1 million de francs CFA et vous avez un patrimoine qui dépasse celui de quelqu'un qui gagne 50 millions par mois. Donc, il faut qu'on se retrouve ce contexte de redevabilité, surtout le contexte actuel où on a de moins en moins de l'aide. Il faut penser à la traçabilité de l'argent qu'on reçoit des pays étrangers. Il nous reste quelques minutes, messieurs. Alors, dans le chat, vous avez vu, c'est une heure où on fait une sorte d'inventaire, de brainstorming. C'était très ambitieux de parler de l'Afrique et des Afriques en une heure, évidemment. Et donc, JK, salut JK, comment dire, résume un petit peu l'ambiance de cette heure. C'est quoi les solutions à tous ces problèmes, France Info? C'est quoi l'avenir de l'Afrique? C'est très compliqué de répondre à ça. S'il y avait un problème, ce serait peut-être celui de l'éducation, alors certainement. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce que si vous regardez, alors que j'ai regardé il n'y a pas longtemps un reportage sur l'Europe et le Japon où la natalité décline, les gens sont inquiets. Donc, il y a quand même une force de travail, une main-d'œuvre en Afrique qu'il faut pouvoir encadrer, accompagner, soutenir. Et le défi, c'est celui de l'éducation. Il faut investir massivement dans l'éducation et les pays africains qui ont fait des progrès, quand on prend les pays du Maghreb, comme la Tunisie, etc., c'est parce que dès le début, les pères fondateurs comme Bourguiba avaient fait le pari de l'éducation et avaient investi. Donc il faut que qu'on le sente en Afrique de l'Ouest et qu'on regarde un peu le curricula, le contenu des enseignements. On n'a pas besoin de 4000 personnes en première année de géographie. Ce dont on a besoin, c'est des plombiers. Ce dont on a besoin, c'est aussi des électriciens. Ce dont on a besoin, c'est aussi des mécaniciens qui peuvent réparer les voitures. Or, aujourd'hui, si vous allez dans beaucoup de capitales africaines, vous ne trouverez pas ces métiers. Parce que les gens ont investi massivement dans l'enseignement général pour former des gens qui font sciences politiques ou des gens qui font géographie. On ne dit pas qu'on n'en a pas besoin pour la réflexion pour demain. Mais il faut qu'on mette un accent particulier en Afrique sur la formation professionnelle et technique pour qu'on puisse avoir des personnes formées pour répondre aux besoins des économies africaines. Et je pense que si on fait ce pari-là, pour moi, on doit privilégier l'éducation même par rapport aux matières premières. Le pétrole avant l'école dans nos pays, l'école avant le pétrole plutôt, l'école avant l'or, l'école avant le cacao. Ça peut permettre à l'Afrique de progresser et de rattraper le retard qu'elle accuse aujourd'hui. Éduquer plutôt qu'extraire, Nathanaël? Oui, je pense que l'éducation, c'est une chose. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, parce qu'on s'est un peu focalisé sur le Sahel et l'Afrique du Sahel, mais et moins l'Afrique du Sud et les pays en dessous. Mais on retrouve en effet des problématiques qu'on peut mettre en copier-coller suivant les pays. Après, vous avez tout le Maghreb avec des disparités qui sont complètement différentes. Comment vous pouvez parler du Maroc, qui est assez en expansion quand même, avec des difficultés. On l'a vu, la jeunesse est dans la rue, mais elle s'exprime tout d'abord. Et c'est un Maroc conquérant qu'on a en ce moment, avec une Tunisie qui est en train de régresser à une vitesse folle avec son président à tous les niveaux, alors que c'est de Tunisie qui est parti, le printemps arabe est parti de Tunisie. Donc si vous voulez, vous avez aussi des disparités, des problématiques politiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous prenez l'Algérie, pays complètement fermé avec des problèmes avec la France qu'on connaît, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, dictature militaire. Enfin, si vous voulez, là, on est resté sur le Sahel, mais chaque pays a ses problèmes et ce qui est valable dans un pays n'est pas forcément valable dans l'autre pays.
C'est tout à fait exact, oui, absolument. Il y a des problèmes où l'urgence n'est pas l'école. Quand je parlais de disparités en début d'émission, il y a des pays où le taux d'accès à l'électricité est de moins de 20%, mais il y a des pays comme le Maroc où il est à 99%. C'est presque 100% dans certains pays. Donc il y a des disparités, mais le pari de l'éducation, à mon avis, est très important, y compris dans des pays comme le Maroc. Si on forme des gens à des métiers qui correspondent aux réalités économiques et si on leur accompagne, si on leur apporte l'accompagnement pour qu'ils puissent devenir entrepreneurs. Parce que quand on fait le débat sur les emplois en Afrique, souvent, on réfléchit simplement à donner de l'emploi aux gens. Mais il faut les aider à créer de l'emploi aussi. Toutes ces start-up dynamiques que l'on voit dans des capitales comme Lagos, comme Nairobi, c'est parce qu'il y a des jeunes qui ont été capables de les lancer. Mais souvent, la difficulté, c'est que ces gens n'ont pas accès au crédit. Les conditions d'accès aujourd'hui au crédit en Afrique sont compliquées. Un jeune qui veut démarrer une entreprise, on va lui demander d'apporter un titre foncier, d'apporter des garanties, etc. Or, je crois que les institutions multilatérales comme la Banque mondiale, le FMI et l'Union européenne qui accompagnent doivent voir comment accompagner les jeunes pour qu'eux-mêmes deviennent des employeurs, des créateurs d'emplois et non simplement qu'ils soient des employés. Si on fait ce pari avec le pari de l'éducation, je crois qu'on peut être optimiste. On regarde souvent quand on parle de l'Afrique beaucoup de ses difficultés, de ses crises, mais il y a des secteurs, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais un pays comme le Nigeria est devenu Nollywood avec sa production cinématographique. Au-delà de Hollywood, Nollywood aussi, au Nigeria, et le showbiz, les industries culturelles, il y a des niches, je crois, sur lesquelles l'Afrique peut faire du développement et pouvoir donner des perspectives et de l'espoir à sa jeunesse. 19h passé de 7 secondes. Nathanaël Charbonnier, le mot de la fin, le mot de la suite peut-être. Non, mais je pense qu'il faut aussi arrêter. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on ait aussi en tête, c'est que les solutions ne sont pas celles que nous, occidentaux, on a l'habitude d'appliquer forcément. Et c'est pas facile à accepter que la solution puisse venir d'ailleurs et être différente de celle qu'on appliquerait ici. Donc je pense qu'il faut en effet faire confiance aux Africains qui existent depuis très longtemps et qui existeront encore pendant très longtemps et qui trouveront les solutions dont ils ont besoin si on les laisse les appliquer. Sadi Kaba, le mot de la fin ou celui de la suite? Non, je crois qu'il faut faire justement... Il y a un universitaire français qui a vécu longtemps au Niger, qui a écrit un livre qui s'appelle « La revanche des contextes ». Il faut absolument que les solutions soient adaptées au contexte. Les solutions de l'Afrique du Sud ne sont pas adaptées au contexte nigérien. Et si on choisit des solutions qui sont portées, des solutions endogènes qui sont portées par les Africains eux-mêmes, qui sont portées par les contextes, on change de paradigme, on n'amène pas de prêts à porter pour le développement, dire voilà comme ça il faut faire. Je crois qu'il y a beaucoup d'espoir et l'Afrique n'est pas un continent perdu. Malgré les crises, malgré les difficultés, il y a beaucoup d'espoir. Et le fait que les Africains se soient mis ensemble pour créer la zone de libre-échange économique me semble être prometteuse pour l'avenir du continent. Merci Sadi Kaba, 19h01 passé de 30 secondes, c'est la fin de ce stream chers amis, merci d'avoir suivi, merci à nos 2x2 invités, merci bien sûr à ceux qui œuvrent derrière la régie, derrière la vitre que vous ne voyez pas mais que moi je vois, que nous voyons et qui vous permettent de nous entendre et de nous voir, merci Alex Comassa, merci à André Yanos, Théo Gomard, merci Adrien, merci bien sûr à Pascal, merci aussi à Stéphanie Berlu pour les visuels, merci à Jérém à la mode et qui vous lit, qui vous censure, qui vous fouette, qui vous réécrit, qui vous censure parfois, mais dans l'ensemble vous avez été plutôt sympa ce soir, merci d'avoir été sympa alors. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute en replay sur Twitch, sur la page de l'émission, sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr, mais bien sûr vous le savez. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord pour poursuivre la discussion. Le lien est dans le chat, sinon Jérém va le mettre. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, avec le son de la maison de la radio et la musique, par exemple, vous retrouvez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve jeudi prochain de 17h à 19h, même endroit, même heure, pas vraiment de bonne heure, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.